L'introduction plonge directement dans le cliché de la réincarnation, mais avec un ton très sarcastique. Le fait que Xavier conserve ses souvenirs de sa vie passée et de son combat contre le roi démon Patrick crée une base solide pour ses motivations. Le contraste entre son apparence de bébé ou d'enfant de 12 ans et sa puissance magique écrasante apporte une touche d'humour efficace. Le premier vrai combat contre la bête magique montre également que l'auteur n'hésite pas à infliger des blessures brutales comme l'eau qui sort de la jambe, prouvant que ce monde reste mortel même pour un génie. Le Funko Pop Ceste Xavier Bénédicte, 3 ans, presque aussi jeune que cette chaîne. Il en est déjà à son 5352e coup d'épée, pendant que sa mère, qui a l'air encore enceinte, lui dit de ne pas trop forcer parce qu'il est toujours en pleine croissance. Le gamin est à fond, il dit qu'il va en faire 6 à mon signal, pendant que son père dit que c'est mieux qu'il s'entraîne plutôt que de traîner à manger de la terre, ce qui n'est pas faux. Mais là, sorti de nulle part, la petite épée lui glisse des mains, tournoie dans les airs et se plante dans un arbre. Son père se met aussitôt à le vanner sans aucune raison en disant qu'il est encore loin de devenir un bon épéiste. Il a 3 ans, mais quand il saute pour récupérer l'épée et se rend compte qu'il ne l'atteint pas, une sorte d'énergie apparaît soudain dans sa main, l'épée sort de l'arbre et revient voler dans sa main, et son père, ainsi que l'usine à bébé, accourent en disant qu'ils ne reviennent pas, et le protagoniste, Xavier, quel prénom de vieux quand même, dit qu'il a juste pensé qu'il voulait récupérer son épée, et qu'elle a un peu obéi. Son père se met à le couvrir d'éloges, disant qu'il n'aurait jamais imaginé que quelqu'un doté de talents magiques naîtrait dans la famille Bénédicte, et sa mère devient tout émue en voyant que son Funko Pop est né avec des pouvoirs, mais ensuite le père le soulève et dit que maintenant, Ceste à son tour de lui monter le moral, et qu'à partir d'aujourd'hui, il va l'élever pour qu'il devienne l'épéiste mage le plus puissant. Mais évidemment, si tu as un gamin de 3 ans qui manie déjà une épée comme ça n'a clairement pas commencé aujourd'hui. Donc on rembobine un peu et on voit des tas de cadavres, un océan de sang. L'humanité croyait avoir gagné et être sur le point de mettre fin à la guerre. Ça, c'était la bonne nouvelle. La mauvaise, c'est que tous ses amis étaient déjà morts. Sa petite sœur, oui, probablement celle que sa mère est en train de fabriquer là, tout de suite. Elle n'a même jamais eu la chance de naître et elle est quand même morte. Et face à lui se tenait le fléau, le roi démon Patrick. Clairement, donner des noms aux personnages, ce n'est pas le fort de l'auteur. Patrick dit que c'est impressionnant. Un humain est arrivé jusque-là, mais qu'aujourd'hui marquait la fin de Xavier Bénédicte. La race démoniaque allait revenir. Xavier se jette à l'attaque et Patrick sourit et dit qu'ils se reverront. Alors Xavier déclenche cette taillade explosive et tout explose, ne laissant derrière qu'une petite sphère violette. Xavier s'avance, la ramasse et reconnaît le noyau du roi démon, la source de son pouvoir. S'il le détruit, le type ne pourra jamais ressusciter. Sauf qu'on dirait bien que ce truc est sur le point d'exploser. Xavier dit qu'il n'y a personne à proximité pour bloquer la déflagration magique. Oui, enfin, si tout le monde est mort, qui te protégeait avant? Maintenant, on comprend mieux comment tu as réussi à aller aussi loin. Il se dit que s'il avait ne serait-ce qu'un peu de talent magique, il pourrait gagner maintenant. Mais même après tous ces sacrifices, ils vont perdre aujourd'hui. Ses compagnons comptaient sur lui. C'est rageant, après tant de batailles, de ne pas être à la hauteur de leurs attentes. Si seulement il était plus fort, puis boum, la fumée se dissipe pendant que. Il se dit qu'il lui fallait de la magie. Dans une maison, quelqu'un ouvre les yeux et il y a cette femme floue qui dit Andrew, regarde, le Funko Pop est ne. Et comme ça, notre Arthur du Dark Web est arrivé. Le bon côté, c'est qu'il a gardé ses souvenirs. Le côté bizarre, c'est qu'il a grandi à une vitesse absurde. Et le côté encore plus bizarre, c'est qu'il s'entraînait comme s'il n'avait aucune patience. La première chose qu'il a appris à saisir, c'est une épée. Quel enfant naturellement doué, avec un seul but, devenir plus fort que tout le monde. Chapitre suivant, le protagoniste est là, en train de s'entraîner au milieu de la forêt. Suzozoba, Sidiozio, il se prend pour à la Rockley. Il a 12 ans maintenant, et cette scène avec le roi démon ne l'a toujours pas quitté. Il dit qu'il va tuer cet enfoiré, frappe, et envoie une onde de pression qui
rase toute la forêt. Pourquoi? Pour tuer le roi démon, il doit s'entraîner. Bon, d'accord, il est complètement épuisé, légèrement appuyé contre un arbre, genre, bon, quel est mon prochain entraînement? Puis sérieusement, il sort juste un livre et se met à étudier. Efficace comme l'ami d'Elon Musk. Il s'exerce à l'escrime dans la forêt, puis il vole partout, lance des boules de feu, des explosions. Et je n'ai même pas encore vu un seul ennemi, et lui, il fait déjà sauter des montagnes. Il laisse un cratère et sort pas mal, pas mal. Et comme au début après la fin, il y a des rumeurs en ville. Tout le monde veut savoir pourquoi les nobles viennent enquêter. Quelqu'un dit que c'est bien qu'ils enquêtent parce qu'il faut se débarrasser de ces nuisibles. Mais comme de bons citoyens modernes, tout le monde se plaint que les nobles ne font en réalité que voler leurs ressources. Pendant ce temps, Xavier traverse la ville en saluant Sœur Maria, l'oncle Jack, en disant bonjour à tout le monde. D'après ce qu'il sait, la ville est dirigée par le comte Jim Close. Lui, comme sa servante Michaela, sont détestés par tous les nobles. Dès que les choses deviennent gênantes, ils disparaissent. Le genre de personnes qui trahiraient l'Empire à la moindre occasion et vendraient n'importe quoi pour de l'argent. Dans sa vie passée aussi, l'humanité a souffert à cause de nobles traîtres comme eux. Soudain, un cheval renverse les pommes d'un vieil homme, le vieux se baisse pour les ramasser, et un type sort soudain un fouet et lui lacère le dos. Xavier le fixe comme s'il était prêt à tuer quelqu'un. Parce que les nobles forcent tout le monde à dégager pour faire leur entrée en grande pompe, et parmi eux se trouve Ion Close, un noble de 10 ans, qui ordonne aux roturiers de les divertir. Il regarde sur le côté et aperçoit une toute petite fille. Certes, lui aussi a 10 ans. Mais qu'est-ce qui cloche dans le cerveau de ce gamin? Il se lève et s'approche. On dirait qu'il va causer des ennuis. Il attrape du pain et demande combien. La vieille femme, essayant d'éviter les problèmes, dit non, non, pas besoin de payer, prenez-le, prenez tout mon pain. Mais il prépare clairement quelque chose. Il plonge la main dans sa poche, dit qu'il doit respecter les règles de la ville, jette 3 pièces d'or et exige la monnaie. Oui, il va demander la fille comme monnaie. Mais non, la vieille femme dit qu'elle n'a pas de monnaie pour une telle somme, et il fait exactement ce que tu crois. Il dit qu'elle peut lui donner la fille en guise de monnaie. Les gens se disent que cette pauvre petite Nora, pas une belle vie, et honnêtement, on dirait que l'auteur a oublié que ce petit noble a 10 ans. Heureusement que le protagoniste va le sauver de la prison, ou l'envoyer directement en enfer, parce qu'il tend déjà la main vers son épée, mais non, il rengaine et pense que pour l'instant, il ne peut pas attirer l'attention parce que il a une mission plus importante. La magie est un atout majeur et il vaut mieux que personne ne le sache. Alors, il va donner à ce petit crétin une leçon plus honnête. Depuis un toit, il dit que cet endroit fera l'affaire. Même si quelqu'un remarque que l'attaque venait de là, il n'aura pas le temps de le trouver. Cause est en bas en train de demander s'ils ont peur de lui. Il a payé bien plus qu'un prix honnête et ce n'est pas un vulgaire criminel. Cette petite main de détraqueur s'approche de la fille quand, soudain, elle se retrouve enveloppée d'eau. Il commence à se noyer. Ces hommes appellent le jeune maître, demandant ce qui se passe, mais personne ne peut l'atteindre. Le gamin est à 2 doigts de s'évanouir pendant que la petite fille regarde. Xavier, de loin, en train de lancer. Le sort. Elle décide de faire comme si elle n'avait rien vu. Et là, on dirait que Xavier laisse ce gamin se noyer depuis 2 bonnes minutes et il ne meurt toujours pas. Puis soudain, ce type nommé Monsieur Publish débarque et fixe la scène. Il tend son bâton et annule la magie. Le noble répugnant s'écroule par terre comme un déchet. Donc, oui, quelqu'un de fort vient d'arriver. Monsieur Abouche agite son bâton et brise le sort. Mais ensuite, l'attaque se tourne vers lui. Sauf qu'il plante son bâton dans le sol et libère une aura dorée qui surprend même Xavier. Le type s'arrête, 1 seconde, puis on dirait qu'il fixe droit dans la direction de Xavier. Alors Xavier disparaît. Les soldats disent d'emmener le noble chez le médecin. Mais il repousse tout le monde et dit hors de question. Il ordonne aussitôt à la fille d'avouer qu'elle a utilisé la magie, parce qu'elle va aller en prison. Évidemment, la mère et la fille disent qu'elles n'ont aucune idée de comment utiliser la magie. Le gamin s'apprête à donner un coup de poing, mais Abouche le tire en arrière et dit à Monsieur Close qu'il vaut mieux ne pas agir ainsi, parce que ce n'est pas digne de leur maison. Close dit au professeur d'arrêter, mais Abouche
prévient que le comte n'appréciera pas la situation. On dirait bien que le comte n'est pas quelqu'un de bien, parce que le gamin panique aussitôt et s'excuse. Il commence à partir, mais Claus dit qu'il est hors de question que ça s'arrête là. Retour chez les Bénédictes, où le Funko Pop mange comme 4. Les parents parlent des nobles venus récupérer les taxes de l'année. La mère mentionne la rumeur qui court en ville, comme quoi quelqu'un aurait attaqué le jeune héritier. Le père rit et dit qu'il l'a clairement bien mérité. Puis Helena, la sœur du protagoniste, dit qu'elle a entendu dire que c'était un mage d'eau. Genre, ça pourrait être son frère assis juste là? Il tousse et dit non, comme s'il ferait quelque chose d'aussi risqué. Il était, comme toujours, en train de s'entraîner dans la forêt. La mère dit à Helena d'arrêter, d'inventer et d'aller étudier la magie tout de suite, comme si ça pouvait être son frère. Mais Helena en a marre. Elle veut pratiquer la magie, pas rester là à étudier. Pendant ce temps, le père a du mal à manger, disant que la période de collecte des taxes est toujours pénible. La mère dit qu'il devrait être reconnaissant, parce que qu'une fois qu'il paie, ces gens disparaissent pendant toute une année. Plus que 2 jours à supporter. Il tend de la nourriture au gamin, et le père demande à Xavier Sil, veut une séance d'entraînement. Xavier refuse, et le père dit qu'il rate une énorme occasion de s'entraîner avec un épéiste renommé qui a combattu sur d'innombrables champs de bataille. Mais Xavier se lève simplement et dit qu'il a des choses à faire plus tard, alors ils s'entraîneront une autre fois. Et puis, son père devrait entraîner son esprit, pas seulement son corps, se faire traiter d'idiot gratos par son propre fils de 12 ans, ceste violent. Sa sœur veut aller s'entraîner avec lui, mais il lui dit de retourner étudier et de préparer des potions et des herbes médicinales pour que, quand il sera blessé, il puisse compter sur elle, parce qu'elle avait vraiment du talent pour la fabrication de potions. Dans sa vie passée, à 16 ans, elle était déjà l'une des meilleures productrices. Mais quand Xavier est resté coincé pendant 2 ans sur la ligne de front à combattre les démons, certains d'entre eux ont attaqué la maison et elle a été tuée. Juste au moment où elle allait créer une potion contre le poison de Volato, une maladie qui a provoqué une pandémie et tué un tiers de la population du Château des Os. C'est pour ça que, dans cette vie, elle doit être protégée à tout prix. De retour en ville, cet idiot de Claus se prend une claque en pleine figure. C'est son père qui s'en fiche complètement. Il le gifle et lui dit de se taire. Il lui demande si c'est vrai qu'il a traité M. Hobisch avec insolence. Claus est furieux. « Attends, mon père me frappe à cause d'une garde du corps ?» Mais l'homme plus âgé dit simplement que son fils est vraiment une honte. Il ne comprend pas ce qu'il faut pour conserver sa position et rester noble. Le gamin dit que ça n'a aucune importance. Il a plein de gardes du corps et plein de privilèges, mais son père le traite d'idiot. Le pouvoir d'un noble vient de sa force militaire. Et Abouche est un archimage, le plus puissant de la famille Claus. C'est lui le véritable gardien qui les maintient à la place, qu'ils occupent, pas un déchet immonde comme son fils. Maintenant, on comprend pourquoi Claus a un problème dans la tête, parce que son père y va beaucoup trop fort, et il va même jusqu'à dire qu'un fils, ça se remplace toujours, il suffit de mettre une autre femme enceinte, et voilà. Un autre enfant naît, Claus s'enfuit en pleurant. Oui, impossible d'être un gamin normal, avec un père pareil. Le père dit que ce n'est pas grave, le garçon réfléchira à ses paroles, le gamin est là, en ville, complètement détruit, se demandant comment son père maudit peut prendre le parti d'un serviteur plutôt que le sien. Tout ça, c'est la faute du salaud qui a utilisé la magie contre lui. Quand il découvrira qui c'était, cette personne le paiera. Pendant ce temps, dans un autre coin de la ville, près d'un arbre, sous un ciel orange, il y a cette adorable petite fille. C'est Cécilie, l'amie du protagoniste. Il lui demande si elle a besoin de quelque chose et elle le remercie pour tout à l'heure. Lui devient gêné, genre « merci, pourquoi ? Je n'ai rien fait ». Mais elle dit que ce n'est pas grave et lui tend une poignée de petits fruits. Xavier comprend qu'il n'y a plus rien à cacher. Elle sait déjà qu'il est doué à l'épée comme en magie. Et elle lui dit de se détendre. Elle ne dira rien tant qu'u. Il lui montrera les compétences qu'il possède, lui essaye encore de faire comme s'il n'avait aucun talent, mais impossible qu'il trompe Cécilie, Chess Party. Tous ceux venus du futur avaient un grain, son ami d'enfance qui avait combattu à ses côtés sur la ligne de front pendant des années, une épéiste brillante à l'intuition inégalée. Et avant la fin de la guerre, elle a été tuée par les Syriens,
Donc elle est morte il n'y a pas si longtemps et a été aussitôt réincarnée. Maintenant, elle lui demande de partager ses secrets pour qu'il devienne complice, en rougissant pendant que lui est tout embarrassé. Il dit d'accord, mais qu'il faut aller loin de la ville. La nuit tombe et quelqu'un frappe un arbre. C'est Klaus qui se dit que plus il y repense, plus ça l'énerve. Ce nabot ne peut même pas être si fort. Alors pourquoi son père continue-t-il à favoriser ce type? Évidemment qu'il a mal à la main, ce n'est qu'un enfant. Il n'a jamais tenu une épée, jamais passé une seule seconde à s'entraîner, et Klaus reste juste là, furieux, à maudire même son propre père de ne pas l'estimer. Puis, tout d'un coup, quelque chose lui marche sur le dos. Un démon de forêt aux énormes yeux est déjà en train d'avancer pour lui régler son compte. Le gamin jette un regard en arrière, mais la chose manque de l'embrocher de justesse. Il s'écrase la face dans la terre comme l'idiot complet qu'il est, se retourne et voit ce monstre géant baveux juste devant lui. Il supplie qu'on l'aide, se demandant pourquoi il n'y a personne autour, quand soudain quelqu'un l'attrape par le col et le pousse, il va s'écraser contre un mur. Maintenant, le protagoniste est face à face avec la créature. Le gamin se dit « Attends, ce petit gosse vient vraiment de me pousser ?» Le protagoniste serre les dents et dit à cette foutue bête qu'elle ne quittera pas cet endroit en vie aujourd'hui. Mais au fond, il sait qu'ils sont à la lisière de la forêt et ce n'est pas comme si de l'aide allait débarquer. Et c'est précisément pour ça que la créature ne devrait même pas être ici. Pourquoi un monstre se trouve-t-il si près de la ville? Ce ne serait possible que si la race démoniaque recommençait à bouger, les monstres Erudit bondit et abat une énorme claque sur le protagoniste. Il esquive en sautant en arrière, glisse sur la droite de la créature, et ça tourne à un échange digne de Dragon Ball. Le problème, c'est que les armes normales ne peuvent pas vraiment trancher les bêtes magiques. Malgré ça, grâce à son entraînement, il ne se fait pas complètement dominer, jusqu'à ce qu'il prenne un coup en pleine poitrine, soit repoussé en arrière. Cécilie et Klaus sont derrière lui, sidérés. Le protagoniste veut utiliser la magie, mais avec ce morveux de noble-là, il ne peut pas. Il pourrait faire confiance à Cécilie, mais ce gamin finirait forcément par le répéter. Donc la seule option, c'est de gérer la créature sans magie. Et ça sera pas simple. Malgré tout, il se dit qu'il ne doit pas avoir peur. S'il pense vraiment être celui qui tuera le roi démon, il ne peut pas avoir peur de quelque chose comme ça. Il repart à l'assaut en disant qu'il n'a pas besoin de magie pour en finir avec ce monstre. C'est peut-être sa première fois contre une bête dans cette vie, mais dans la précédente, il en a affronté d'innombrables. Il fonce droit devant, puis coupe sur la gauche, glissant sous le bras de la créature, en disant que, même sans magie, il sait toujours comment elle fonctionne. Tandis qu'il se baisse sous le bras, il porte une entaille nette, labourant le sol et déchirant sa poitrine, laissant gicler, et la bête bascule en arrière. Klaus est sous le choc, disant que ce gamin a vraiment tué une bête magique tout seul. Le protagoniste, épuisé, s'effondre pendant que Cécilie appelle son nom et court pour l'aider. Il se relève et dit qu'il est juste un peu fatigué, mais qu'au moins tout le monde va bien. Mais alors, Klaus les interpelle tous les deux et leur dit de regarder derrière eux. La bête qu'il a tailladée est déjà debout la seconde d'après. Le protagoniste comprend que les blessures se referment. En voyant ça, il sait que quelque chose cloche. Il pousse Cécilie et lui dit de courir. Elle dit qu'elle ne peut pas le laisser seul, mais il lui crie qu'elle ne fait que le gêner. Cécilie part en courant, attrape la main de Klaus et détale. Klaus dit qu'ils ne peuvent pas juste laisser ce gamin mourir, mais elle répond qu'ils n'ont pas le choix. Ils doivent aller chercher de l'aide. Il n'y a aucun moyen que l'auteur essaie de caser Klaus dans l'équipe du protagoniste. Même si, avec un père pareil, oui, on comprend un peu. Ou peut-être pas. Je ne sais pas. Dites-moi, la créature, par contre, ignore notre gars et semble vouloir les poursuivre. Il crie après cet idiot, jette son épée vers sa tête, mais la bête l'écarte d'un coup de main. Le bon côté, c'est que l'épée retombe pas loin, alors il court la récupérer, en se disant que s'il peut attirer ce truc plus profondément dans la forêt, au moins il pourra utiliser la magie. Il réussit à l'attirer, et elle le suit en détruisant tout. Un autre coup de queue surgit, brise un arbre, et file droit vers son dos. Il se retourne, bloque, entaille le tronc, puis une énorme frappe de main arrive. Il part 2 coups de griffe avec la lame, mais ensuite il s'en prend un
de plein fouet, se fait projeter et s'écrase contre un arbre. Le bon côté, c'est que maintenant que tout le monde est parti, il peut utiliser la magie, en théorie du moins. Le monstre se jette pour le mordre, mais il ramasse un peu de sable et le lui jette dans l'œil, ce qui n'a aucun sens. Non, regarde la taille de cet œil. Impossible que ça couvre quoi que ce soit. Mais la bête finit quand même à moitié aveugle. Il essaie juste de gagner du temps pour que ces deux-là s'éloignent assez. Sérieusement, il s'inquiète encore que le gamin puisse voir « Hey, tu vas mourir ici si tu n'utilises pas la magie. » Debout au bord d'une falaise et en train d'essayer de parier quand même. À ce moment-là, il comprend qu'il n'y a plus de retour en arrière. Il forme cette énorme boule de feu qui franchement a une sacrée allure. Il la balance comme un lanceur de baseball. Ça frappe en plein centre de la tête du monstre. Boum! Explosion dans la forêt, de la fumée partout, et le protagoniste célèbre. Puis, possible, la falaise se brise et il va tomber. S'il s'évanouit et se réveille face à une créature dans une grotte, l'auteur aura vraiment abusé. Je tombe. Non, comment puis-je être en train de mourir? C'est ma seconde vie. Le gamin est plus autonome, maintenant. Il active une sorte de magie, un cercle, en disant qu'il est hors de question qu'il meure comme ça. Pendant ce temps, Klaus se retourne en se demandant ce qui se passe. Cécilie crie le nom de Xavier et toute la forêt se fait engloutir par une explosion de lumière. Elle prie pour qu'il aille bien. Ensuite, la scène montre ce que je crois être le futur protagoniste planté. Au milieu d'un cratère, oh non, Ceste, lui enfant, en train de voir son ancien lui. Il regarde avec cet air triste parce que tout le monde est allongé au sol, endormi pour toujours. Le garçon comprend encore une fois que sa vie défile devant ses yeux. On dirait bien qu'il est vraiment mort. Après une vie entière à combattre le roi démon, à se réincarner, à obtenir cette seconde chance pour que tout tourne mal à la fin. Mais il dit non. Peu importe ce qui arrivera, il protégera tout le monde dans ce monde. De retour dans la forêt, gamin, tu as laissé un cratère dans le sol avec ton dos et tu vas quand même te relever. Voilà une énergie de protagoniste de très haut niveau. Il se redresse en se forçant, essayant de comprendre où il est et s'il est vraiment en vie. Son mal de tête est atroce et oui, il y a un morceau d'eau qui sort de sa jambe. Le dessinateur n'y est pas allé de main morte. On ne voit pas souvent ça dessiner comme ça. Bon, le protagoniste passe en mode chirurgien et repousse l'eau à l'intérieur, puis referme la peau. Tranquille, je suis de retour. Allons jouer au foot maintenant. Sauf qu'il a l'impression que le plafond l'appelle, d'étranges particules lumineuses, le guidant. Le problème, c'est qu'il retombe encore sur le dos parce qu'il est complètement épuisé et affamé. Il regarde sur le côté en pensant à manger le monstre qu'il a tué et, pratiquement rôti, mais dit qu'il ne peut pas. La viande de ce genre de créature n'était pas faite pour les humains. Et il sera empoisonné, 3 jours passent et il n'a pas bougé. Donc oui, le plan foot n'a pas eu lieu, il meurt de faim, en disant qu'il a l'impression de mourir. Ouais mon gars, serre-toi de tes mains, rampe jusqu'à-là et mange ce truc. Il t'a fallu 72 heures pour faire ça. Pire, tu meurs, ce qui est déjà garanti si tu restes juste là. Donc la meilleure option, cesse de bouger, non, cesse juste de maths de base. Il est furieux de devoir compter sur une bête magique pour survivre. Puis il prend une grande inspiration, se donne du courage et mord dedans. Il dit « Je ferai tout ce qu'il faut pour survivre et manger ». Il arrache un énorme morceau de la créature et finit le ventre plein. Scène suivante, il marche avec une canne. Le pied où l'eau a jailli n'est toujours pas remis. Et il trébuche encore comme un idiot fini. Franchement, c'est exactement ce que j'aime voir. Si vous allez dessiner un gosse avec un os qui sort, alors, pour l'amour du ciel, ne le faites pas sprinter partout au chapitre suivant. Il avance, en boitant, quand une silhouette élancée apparaît derrière lui, et demande si sa jambe lui fait mal. Il se retourne en demandant qui est là, et la voix faite de lumière dit que s'il ne soigne pas vite cette blessure, elle va s'infecter et il mourra. S'il s'approche un peu, il pourra être soigné. C'est sa seule chance de sortir de cet endroit. Le protagoniste reconnaît la zone comme le soi-disant abîme, une région où la densité de mana est absurde. Il n'a aucune idée de la façon dont il cesse de retrouver dans un endroit inconnu comme celui-là. La lumière continue de lui dire de suivre, ou sinon, s'il veut rester sur place et mourir, il peut aussi. Il est déjà énervé. Clairement, la personne qui l'attend a un sale caractère, mais il suit le chemin que cette
étrange énergie lui indique. Il traverse des buissons, protège son visage de la lumière et fonce tout droit sur la silhouette élancée d'une statue de marbre. Il demande s'il parlait à cette statue, et elle répond oui. Elle est la déesse Erde, l'une des 3 déesses du destin qui gérait les racines de l'arbre-monde. Le protagoniste est choqué que les dieux existent vraiment. Sérieux? T'as vécu toute une vie sans le découvrir? Gamin? Ensuite, l'énergie sort de derrière la statue et commence à s'enrouler autour de son pied. Instantanément, son corps se régénère et oui, la statue prend vie. Évidemment, avec l'écart entre la taille et la poitrine, on voyait déjà qu'elle était puissante. Elle demande au garçon comment il s'appelle. Il doute qu'elle soit vraiment une déesse. Comment quelqu'un d'aussi puissant peut-il ne même pas connaître son nom? Elle se met à lui tripoter le visage à répétition en demandant si elle avait un jour dit qu'elle était omnisciente. Elle a des pouvoirs, elle ne sait pas tout. Il rougit à fond en demandant pourquoi elle avait été abandonnée là. La déesse des pieds dit que l'arbre de vie a été empoisonné et qu'aucune des 3 déesses ne sait pourquoi. Maintenant, elle est piégée, forcée de s'occuper des racines pour que l'arbre ne meure pas. Pendant que ses sœurs profitent de la belle vie au soleil, elle est coincée avec un sort pire que celui d'une gobelin. Le protagoniste dit qu'il a déjà entendu parler de l'arbre-monde. Apparemment, il relie les cieux, le monde des humains et le monde souterrain. Il représente l'éternité elle-même et on dit que tout existe grâce à cet arbre. Elle dit bien, au moins, il connaît les bases. Il lui dit qu'il s'appelle Xavier. Pendant ce temps, il se dit qu'elle n'a pas l'air d'être une déesse très normale. Et si une déesse apparaît dans une histoire, évidemment qu'elle va proposer un marché. Elle prend cet air malicieux et dit que s'il l'aide à comprendre pourquoi l'arbre est malade, elle lui prêtera son pouvoir. Le protagoniste trouve ça bizarre. Une déesse peut vraiment transmettre son pouvoir comme ça? Et voilà le dessinateur qui sort ce fameux angle légendaire vu de derrière en contre-plongée. Elle dit qu'elle ne fait cette proposition que parce qu'elle sait que les chances qu'un autre épéiste mage apparaisse là sont pratiquement nulles. Il est choqué qu'elle sache déjà ça. Elle dit que c'était évident quand elle a analysé son corps. En plus, elle est coincée là depuis 26 ans, donc elle s'ennuie. S'il l'aide à sortir, ils ont un marché. Le protagoniste pense à ses 26 années passées piégées. Il a vécu ce genre de durée dans sa vie passée. Puis, elle lui demande si c'est vraiment sa seconde vie. Elle sent bien trop de ressentiment et de désespoir dans un seul corps, ce qui est étrange. Le problème, c'est que quelqu'un qui porte de tels sentiments ne pourrait pas utiliser son pouvoir correctement. Il est abasourdi et lui demande comment elle sait pour sa seconde vie. Elle dit que voir l'âme d'un enfant, c'est ridiculement facile. Le protagoniste se met en colère et franchement, c'est compréhensible. Si les dieux existent, pourquoi ont-ils laissé les humains mourir comme ça? Elle dit qu'il n'existe aucune race supérieure, ni dieu, ni démon, ni humain, ni esprit. Si on regarde les races dans leur ensemble, elles sont toutes égales. Oui, il est vrai qu'il n'y a pas si longtemps, les dieux ont aidé les humains, mais ça ne fait qu'affaiblir une race. Ils devraient comprendre que si les humains avaient été aidés, ils ne seraient toujours pas capables de se défendre aujourd'hui. Ils devraient plutôt se concentrer sur le fait d'assumer la responsabilité de sauver son peuple au lieu d'en rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Yag se fait sermonner par la déesse des pieds. Dans la scène suivante, elle forme une boule de lumière et dit que ce sera tout pour le moment, il peut retourner dans son monde. Mais elle le prévient que maîtriser son pouvoir ne sera pas facile et malheureusement, elle n'a pas le temps de lui apprendre. À l'intérieur de cette lumière se trouvent les connaissances de base dont il aura besoin pour s'en sortir seul. Le protagoniste n'est dit rien. Elle pose une main sur sa tête et dit qu'il peut y croire ou non, mais que son arrivée là fait partie du destin et qu'à mesure qu'il utilisera ses pouvoirs, les questions qu'il se pose trouveront leur réponse. Elle lui dit de traverser le portail. Elle ne sait pas comment, mais il finira par revenir chez lui. Il se contente de dire qu'il comprend. Elle dit qu'elle attend de bonnes nouvelles et que le destin l'attend. Il regarde une dernière fois en arrière, puis franchit le portail. C'était littéralement la scène de The Beginning After the End. Sauf qu'au lieu de trouver un dragon, il a trouvé la déesse Canon. Ça, c'est une amélioration. L'idiot déboule de l'autre, côté en vrille, la face. La première dans le sol, pensant qu'il est enfin revenu. Mais où est-il? Et le gamin n'arrive pas à rester calme une seule seconde.
Quelqu'un à l'arrière-plan lui crie déjà de s'éloigner et appelle à l'aide. Puis la voix d'Erd lui dit d'essayer. Il reste là à regarder autour de lui en essayant de comprendre où elle est, mais elle dit qu'elle n'envoie qu'un message. Et lui dit de concentrer son énergie dans sa jambe et d'essayer de grimper à cet arbre. Il dit qu'il n'y a aucune chance qu'il puisse grimper un truc pareil. Ah bien sûr, le gamin qui a tué un démon avec une épée ne peut pas grimper à un arbre. D'accord, mais en fait, ce n'était pas vraiment de l'escalade, non? C'était un énorme saut d'un seul coup, pas une montée branche par branche. En une seconde, il est déjà au sommet, en train de vaciller dans tous les sens, mais il dit que c'était vraiment facile. Son corps lui semblait étrangement léger, et elle explique que non seulement son corps va s'améliorer, mais que sa vue va aussi s'aiguiser. Elle le dit de Tester, et quand il regarde vers l'horizon, il voit, tout au loin, quelqu'un sous un arbre en train d'appeler à l'aide. Trois grands types saines prennent à une petite fille perdue en pleine forêt. Le protagoniste la remercie en disant que ces gars-là sont parfaits pour s'entraîner. En une seconde, il est déjà au-dessus d'eux. La façon la plus rapide de régler ça, c'est de tuer d'abord le plus grand. Il arrive tout droit par derrière. Franchement, je pensais que le type allait réagir, mais non. Il se la prend en plein dans la nuque. Le type est projeté et s'écrase contre un autre arbre tout proche, pendant que les autres essaient de comprendre qui est ce gosse. Ensuite, le protagoniste sort ce mouvement de crucifixion et balance une pierre en plein, dans la bouche du type. Le type se tient le visage et n'y voit plus rien, tandis que l'autre demande ce qui se passe. Il se tourne vers le gamin et exige de savoir qui il est, mais le protagoniste répond juste qu'il n'a pas à se justifier, et le dessinateur Ceste vraiment déchaîné sur les proportions. La taille du nez du rouquin est délirante. Il est furieux, disant que ses frères vont s'occuper de ça. Ils échangent un regard et se ruent tous les deux à l'attaque. Les protagonistes surit et, l'épée du type ne tranche que du vide. Au même instant, il est déjà derrière l'autre, et le gosse lui enfonce un coup en plein dans la colonne, l'envoyant s'écraser contre un arbre une seconde plus tard. Il attrape en plein vol l'épée que le type a lâchée, fonce sur l'autre frère et la plaque contre son visage en lui disant de lâcher son arme et de remettre tout ce qu'il a de valeur. Le type obéit aussitôt, tendant une petite bourse d'or et disant qu'il fera tout ce que le gosse veut. Ensuite, le protagoniste leur dit de présenter leurs excuses à la fille et le type lui lance la bourse. Le rouquin le remercie d'être si gentil. Il dit que le gamin doit comprendre qu'il a une famille à nourrir. Mais le protagoniste dit que, malheureusement, c'est bien trop tard pour parler de famille maintenant. Ensuite, il le frappe par derrière et, waouh, lui arrache la jambe. Non, attends, d'accord, pas à ce point. Il se contente de faire 2 entailles juste derrière le genou. Il laisse le type boiter de rage en disant que ce salaud avait promis, le protagoniste dit qu'il est déjà gentil de ne pas les tuer. Franchement, moi je l'aurais tué. Soit tu le tues, soit tu le laisses complètement indemne, parce que là il va te détester pour toujours. En tout cas, moi c'est comme ça que je le vois. Ensuite, il fait la scène classique de nuit en demandant « Tu peux te lever, petite ?» On rentre. « Oh mon Dieu, tu m'as sauvé !» Et elle lui tend la main. Dans la scène suivante, elle invoque cette énergie de soin verte et d'une seconde à l'autre, il va dire « Je n'aurais jamais imaginé que cette fille était en réalité une guérisseuse morte aux mains des démons. » Elle l'appelle grand frère et tout ce à quoi il pense c'est à quel point il est incroyablement rare qu'un mage naisse avec des pouvoirs de guérison. Puis, tout le monde entend quelqu'un au loin dire aux autres de venir par ici. Ils savent qu'ils sont dans le coin. Le protagoniste ne donne pas de seconde chance. Il l'attrape par le bras et court. Cette fille est bien trop précieuse. Pas question qu'il la perde au profit de qui que ce soit. Il traverse la forêt, passe dans les buissons, saute par-dessus une cascade, lance de la magie, traverse encore des fourrés, puis la nuit tombe, il se cache dans un autre coin boisé, en disant qu'on ne les traquera pas pendant un moment maintenant. Maintenant que j'y pense, c'est encore the beginning after the end. Non, la fille blonde qu'il sauve dans la forêt, s'il finit par vivre dans son royaume, j'abandonne. Elle lui demande son nom et il dit Xavier. Oui, le tout premier Xavier de 12 ans de l'histoire. Elle s'appelle Tiffania Roman. Et le pire, c'est qu'il l'appelle Roman, ce qui sonne un peu comme un nom de mec pour moi,
Mais bon, quand il entend son nom de famille, il se fige. Attends, la famille Tiffania, il demande si elle a un frère. Et elle dit oui. Comment le sait-il? Le protagoniste dit que pauvre, Charlin a passé sa vie entière à chercher sa sœur, et Ceste, lui, qui la retrouve dans un endroit pareil. Attends, je ne comprends pas. Charlin, le frère, l'appelle Tiffania. Il se demandait s'il la retrouverait un jour, si elle allait bien. Et le protagoniste dit que oui, elle va parfaitement bien. Ensuite, le protagoniste lui caresse la tête en disant qu'ils doivent s'assurer qu'elle rentre chez elle saine et sauve. Là, il se dit que trouver cet enfant a été une bénédiction. La nuit tombe, elle dort pendant que lui se repose et pas Erd. Il demande à en apprendre davantage sur ce pouvoir parce que ce n'est pas vraiment Erd, mais la conscience qu'elle a laissée derrière pour lui apprendre à utiliser ses capacités. Elle lui dit de prendre la dague et dit qu'au lieu de simplement concentrer son pouvoir magique, il devrait laisser le mana circuler volontairement. Et comme c'est une arme plus petite, c'est plus facile à faire. Avec la main sur la dague, elle commence à s'envelopper d'une énergie bleue. Elle dit qu'il va apprendre une technique d'ombre. Il doit concentrer le plus de mana possible à la pointe en lui donnant la forme d'une flèche. Ensuite, il lui suffit de créer un petit vortex d'ombre à la pointe de la lame et il pourra percer n'importe quelle armure. Une fois l'énergie concentrée, elle lui dit de tester et il va immédiatement frapper l'arbre. Il fait ce petit geste, comme une minuscule estocade, et ça le traverse comme du beurre. Sauf que ça ne fait pas que le percer. L'arbre entier explose, il regarde, choqué, en disant que c'est étrange, parce qu'il n'a fait qu'un petit coup d'estoc. Ensuite, Lamder dit que tout ce qu'elle lui enseigne, elle l'oublie, donc il doit s'en souvenir lui-même. Il lui dit au revoir, et juste à ce moment-là, Tiffania se réveille en demandant ce qu'il fait. Mais le garçon entend quelque chose à proximité et dit que quelque chose arrive. Il la soulève et dit qu'ils doivent rester silencieux. Il jette un coup d'œil en haut d'un arbre, grimpe rapidement, la place est là haute, et lui dit de ne faire aucun bruit. Quand il regarde en bas, un groupe de bandits approche. Le rouquin dit qu'il est sûr d'avoir entendu des sons venir de cette direction. En voyant l'arbre complètement détruit, il dit que quelqu'un a dû laisser une bombe là. Il dit que c'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que la guérisseuse est tout près. Quelqu'un demande comment. Il dit qu'il peut sentir son aura dans les environs. Le sol a même une étrange différence de température, comme si quelqu'un s'était allongé là. Le type est d'une précision ridicule. Même le protagoniste est choqué. Le chef dit à Jimmy de continuer à chercher, et l'autre bizarre dit très bien qu'il va les trouver. Ensuite, il active une énergie dorée dans sa main qui commence à se déplacer vers l'arbre. Le protagoniste comprend que c'est une compétence de pistage. Ce trio est bien plus dangereux que le dernier groupe, mais en même temps, comparé aux bêtes magiques, ils ne sont rien. Hors de question qu'il les laisse gagner ici. La magie de pistage illumine le sommet de l'arbre et le type dit qu'il a trouvé la cible. Le grisonnant dit à Bob de s'en charger maintenant et la grande gueule dit que ça va, qu'il va les faire tomber tous les deux tout de suite. Le protagoniste remarque qu'ils se séparent et agissent chacun de leur côté, ce qui est parfait pour lui. Bob s'arrête devant l'arbre et dit que si ce salaud ne sort pas, il va le faire tomber. Il abat sa hache dans le tronc. L'arbre entier tremble. Il frappe encore et encore en demandant combien de temps le gamin va se cacher. Le protagoniste jubile en silence en disant que tout se passe comme prévu. Ensuite, on voit quelques minutes plus tôt, juste au moment où le type allait activer la magie de pistage. Oui, Malène. Comme il sait que la magie de pistage suit une autre magie, il a simplement lancé une boule d'eau sur un autre arbre, l'a rempli de mana, et c'est pour ça que le pistage est allé là-bas. Maintenant, Bob en bave comme un idiot fini, pendant que lui reste calmement caché. Le protagoniste pense que s'ils vont faire une erreur pareille, il va en emporter un avec lui. Pendant que le type taille dans le tronc et que les feuilles mouillées dégoulinent, il rassemble les gouttes pour former une boule d'eau au-dessus de la tête de l'homme. Le plan, c'est d'utiliser la même technique que celle qu'il a utilisée sur Close. Bob semble remarquer que quelque chose ne va pas, mais il est trop tard. La sphère l'entoure et il commence à manquer d'air en agitant sa hache à l'aveugle. Et le gosse pense en gros comment ce type ne peut-il pas gérer quelque chose d'aussi simple. Ils sont vraiment pas si différents des précédents. Il lance la dague sur le gros type et elle le transperce de part en part avant de continuer sa course. Je pensais que les autres étaient tout près, mais ils n'entendent la détonation qu'au loin.
L'une d'eux dit que quelque chose cloche, il n'entend plus les coups de hache. Peut-être que la cible qu'il traque peut utiliser la magie. Le chef dit que si c'est vrai, Bob n'aurait aucune chance. Ouais, mais pourquoi vous vous êtes séparés? Juste pour qu'il meure tout seul? On dirait bien. Il trouve un arbre à moitié coupé, le sol est trempé et le corps de Bob a disparu. L'une d'eux fait une déduction de base ceste mouillée, mais il n'a pas plu. Donc ça doit être de la magie. Et qu'est-ce qu'il fait? Il le touche. Ensuite, il se prend une décharge, tout son corps se contracte et il tombe à la renverse. L'eau était empoisonnée. Le chef leur dit de faire attention. Puis, de nulle part, deux pierres foncent sur les autres et d'eux manque encore de mourir. Une pierre file, droit sur le chef, mais il lance une petite boule de feu et la fait exploser en plein vol. Il dit qu'à en juger par la direction des attaques, ils sont encerclés par plusieurs ennemis. Le protagoniste reste caché, en se disant bien, donc ce type est un mage de feu. Pendant que le chef leur ordonne de ne pas se disperser, en disant que ce serait le mieux pour l'ennemi, le protagoniste se dit qu'il est déjà trop tard. Il panique parce que sans Jimmy, pour repérer les adversaires, ils n'ont aucune idée d'où se trouve l'attaquant. Comment ils sont censés gérer ça? Le chef forme une boule de feu et dit que c'est simple, si les rats ne sortent pas, il va brûler toute la forêt. Le protagoniste s'avance aussitôt et les salue en leur disant d'attendre. Le chef est perdu. Pourquoi il y a un gamin ici? Le protagoniste dit qu'il ramasse des herbes médicinales. Il ne sait pas ce qui se passe, mais on dirait qu'il y a un sacré bazar. Ils ne le croient pas vraiment et disent qu'il ne partira pas. Le protagoniste demande de quoi il parle. Il l'accuse d'avoir tué quelqu'un. Il répond que c'est juste un gosse. Ils sont malades ou quoi? Mais s'ils se cherchent quelqu'un, il a vu une personne passer par ici, et s'ils se veulent, il peut leur dire. Le chef le remercie et dit que si l'info est bonne, ils le recruteront peut-être eux-mêmes, mais il répond que ça ne l'intéresse pas vraiment. Son père et sa mère l'attendent. Puis le type lui balance soudain une boule de feu. Ça traverse tout sur son passage et le chef est surpris. Le gamin a disparu et il est déjà derrière les deux autres. Comme c'est compliqué de gérer le mage de feu, il lui faut un 1 contre 1. Alors il piège les deux types dans des sphères d'eau pour leur couper la respiration, puis le mage de feu projette des flammes sur eux en essayant de faire fondre l'eau. Le protagoniste dit que tous les mages de feu ont les mêmes traits, un sale caractère et un esprit simpliste. Les deux types s'effondrent au sol, épuisés. On dirait qu'il les a carrément grillés, cuits sur place, et le gosse est là à dire que les mages de feu sont vraiment tous pareils, juste débiles. Le mage de feu est toujours aussi impatient et fonce avec un poing enflammé. Pendant que le protagoniste sourit, il esquive facilement sur la gauche. Sprint. Il attrape une épée au sol pendant que le mage de feu est perdu. Ce gosse va vraiment essayer de gagner à l'épée? L'épée renforcée, le protagoniste dit qu'il n'aime pas tuer des gens, mais que les monstres dans son genre cessent différents. Et maintenant qu'il a percé le secret derrière ses pouvoirs, il ne peut pas le laisser repartir vivant. Le type plus âgé s'emballe en disant que trouver un gamin qui utilise à la fois l'épée et la magie, c'est encore plus impressionnant que cette fille. Et il bondit sur le protagoniste en disant qu'il veut le garçon. L'attaque file droit vers la poitrine du protagoniste et il dresse une barrière d'eau dans laquelle le type vient s'écraser. Davier éteint son feu et lui plante la lame dans la poitrine, mais le type la dévie, écarte l'épée d'une claque et donne un coup de pied au gamin, l'envoyant voler. Le type plus âgé est choqué. Pourquoi un gosse aussi petit donne-t-il l'impression d'avoir survécu à d'innombrables combats? Le protagoniste répond qu'il a fini de jouer. L'homme lance un autre sort de feu et l'écrase contre le sol. Le protagoniste regarde, et le type lui dit de mourir en tirant une énorme déflagration droit sur lui. Est-ce qu'il pouvait l'arrêter? Oui, mais voilà que ça repart en duel d'ego. Il lance son eau et renvoie l'explosion sur le type. Ça prend la forme d'une dragon, une combinaison élémentaire, et quand tout s'arrête, on dirait que tout s'est évaporé. Le type se met à célébrer en disant que l'abruti a été vaincu et réduit en cendres. Mais pendant qu'il rigole, le protagoniste est déjà derrière lui. Eh, encore un coup d'estoc bien placé, et waouh,
Cette fois, ça traverse comme dans du beurre. Il reste là à se répéter que c'est impossible. Ouais, salut. Son corps s'affale mollement sur le sol. Le protagoniste le regarde fixement en disant que c'est ce que mérite un ravisseur. Après tout ce farm d'aura quotidien, il grimpe dans un arbre pour parler à Tiffania. Il dit qu'il a tout réglé et qu'ils peuvent repartir. Mais elle tremble de tout son corps en disant qu'il était incroyable. Xavier dit que non, c'était juste de la chance, des renforts vont arriver d'une minute à l'autre, alors ils doivent partir. Il voit déjà qu'il ne veut pas qu'elle découvre la vérité, alors il lui dit tout de suite de se détendre et de n'en parler à personne. Mon Dieu, le protagoniste pousse vraiment son rôle jusqu'au bout. Encore une caresse sur la tête recyclée, pendant qu'il dit qu'il promet que plus personne ne lui fera jamais de mal. De retour au sol, les corps sont tous étalés. Tiffania demande si tout le monde est mort. Il dit que non. À part le chef, ils sont juste tous inconscients. Et pendant qu'il dit ça, il ressent soudain quelque chose d'étrange et s'écrase face contre terre. Elle l'appelle, et la scène bascule brusquement vers une petite ville. Vous voyez? Qu'est-ce que je disais? Une femme demande Charlin. Le garçon cesse réveillé. Ah, Charlin. Si je ne me trompe pas, c'est l'ami de son autre vie et il dit qu'il va aller voir tout de suite. Littéralement comme dans The Beginning After the End, au moins ce n'est pas une famille d'alpha, parce que là aussi ce serait n'importe quoi. La femme dit qu'il doit remercier le sauveur de Tiffania dès qu'il se réveille. Et il répond qu'il le fera. À ces moments-là, Tiffania entre en courant et son frère lui dit de se calmer. Mais elle dit qu'elle veut aider. Il lui dit de se reposer. Elle insiste en disant qu'il a beaucoup trop travaillé. Elle aussi veut se rendre utile et elle a déjà récupéré. Il répond que le plus gros problème, ce n'est pas qu'elle a été blessée, mais qu'elle ait quitté le village. Elle essaie de s'excuser en disant qu'elle est allée trop loin, mais que ça ne se reproduira plus. Charlin ignore ça, en disant que le mieux, c'est d'aller voir ce gamin tout de suite. Il ouvre la porte et, à cet instant précis, une énorme main jaillit de la pièce droite vers son visage. Tiffania lui dit d'arrêter et ils se retrouvent là, face à face, tous les deux, complètement perdus. Pendant une seconde, le protagoniste a cru que c'était un ennemi, puis il l'a reconnu. Scène suivante, ils sont à un banquet et Charlin dit qu'il peut manger tout ce qu'il veut, pas besoin de se presser. Tiffania est choquée de voir que ce gosse potelé peut manger autant. Il se tapote le ventre et dit qu'il peut enfin se remplir l'estomac. Puis Charlin remarque son accent et demande d'où il vient. Le protagoniste révèle qu'il vit à Anzov, une ville sous la juridiction du Château des Eaux. Charlin panique et dit que le Château des Eaux est à 3 jours d'ici. Comment il a fini là? Le protagoniste dit que c'est une longue histoire, et apparemment il va vraiment tout raconter, alors il explique tout. Charlin est choqué d'entendre qu'il y avait des bêtes magiques dans la forêt. Le protagoniste ne voulait pas l'effrayer, mais mieux vaut le savoir avant qu'il ne soit trop tard. Puis Charlin dit que le mieux, c'est de raccompagner le garçon chez lui, parce que ses parents doivent être morts d'inquiétude. Ils doivent sûrement penser qu'il s'est fait dévorer par une bête magique. Le protagoniste est un peu perdu. Charlin vient avec lui, et Charlin dit bien sûr. Il est plus âgé, et il ne peut pas laisser un gamin traverser seul un endroit aussi dangereux encore une fois. Tiffania essaie d'aider en disant que Xavier est super fort, et qu'il n'a peut-être même pas besoin d'escorte. Mais, forcément, il faut bien un moment où on lui touche le visage à chaque chapitre, et le voilà en train de dire qu'ils sont encore des enfants et qu'ils doivent apprendre à compter sur les gens autour d'eux. Elle demande si elle peut venir aussi, et il dit bien sûr, franchement, il aurait dû dire non. La voyer chez elle pour éviter qu'elle se fasse encore attaquer, et force le protagoniste à activer ses pouvoirs et à révéler tous ses secrets. Le protagoniste, de son côté, voit bien que Charlin, comme toujours, est quelqu'un sur qui il peut compter. Et Tiffania est toute excitée. Elle a hâte de se faire enlever, encore une fois, pour faire avancer l'intrigue. Sorti de nulle part, le protagoniste se met à pleurer d'un coup, d'une seconde à l'autre. L'état mental de ce gosse est en miettes. En voyant ça, Charlin lui pose une main sur l'épaule et lui dit de se détendre. Ils retrouveront ses parents. Le protagoniste est sur le point de lui dire d'arrêter de le traiter comme un enfant, mais Charlin dit qu'un jour, il grandira. Le lendemain, Charlin est devant sur le cheval de route et eux avancent à pied. Puis le chef du village, Karine, les appelle et Charlin demande ce qu'il y a. Charlin commence à dire qu'il sera bientôt de retour et qu'ils n'ont pas à s'inquiéter, mais
Karine dit que ce n'est pas grave. Ici, tout le monde est une famille. Il est venu juste pour leur dire au revoir. Il va mourir bientôt, pas vrai? Juste pour nous traumatiser. Ils reviendront dans ce village et il n'y aura plus personne. En chemin, ils chantent des chansons, font des couronnes de fleurs, allumant un petit feu de camp, et le protagoniste pense aux bêtes magiques. Mais il ne se passe rien. Le voyage est paisible. Et maintenant, il se retrouve face à face avec Carpen et son château. Pendant ce temps, la mère est dans un état lamentable, désespérée de savoir où se trouve son fils Xavier. Attends, Elena n'a dit à personne qu'il était parti affronter seul une bête magique. Vous devriez déjà être certain qu'il est mort. Le père dit qu'il repart encore le chercher et lui demande de se reposer, mais elle dit non, elle veut y aller aussi, et il lui dit qu'elle ne cesse pas reposer depuis des jours. Il promet de retrouver Xavier, alors elle doit rester à la maison et reprendre des forces. Son expression change et elle demande si le garçon est parti dans l'autre monde. Il dit que c'est impossible. C'est le protagoniste de cette histoire, il n'y a aucune chance qu'il meure. Mais elle n'y croit toujours pas, disant qu'ils ont vu l'endroit où il était tombé et qu'il n'y était pas. Donc il s'est forcément fait dévorer. Le père lui dit de garder espoir. Xavier est forcément en vie et en bonne santé. Pendant ce temps, sa petite sœur pleure en demandant où son grand frère est parti. La scène revient à Young-Clause, coincé dans sa routine habituelle, à se faire humilier par son père. Mince, je ne sais même pas si ça me fait plaisir. Mais Clause demande à son père d'envoyer une équipe de recherche pour retrouver son ami. Son père, assis là dans un nuage de fumée, dit qu'il n'y a rien à gagner à sauver un gamin quelconque. Clause dit que ce garçon lui a sauvé la vie. Mais oui, ça ne marchera pas avec un père qui se fiche totalement de toi. Et le père est furieux que le garçon s'agenouille pour quelqu'un comme ça. Maintenant, les rôles s'inversent. Le père l'attrape et dit « Tu es un noble, tu t'humilies pour des gens du commun, bon sang. Rappelle-toi, il n'existe que deux sortes de personnes dans ce monde, les nobles et ceux qui ne le sont pas, qui existent pour nourrir les vrais. » Il le jette au sol et dit qu'il doit apprendre à profiter des privilèges des nobles. Et pour les garder, il doit obéir à tout ce qu'on lui dit. Le père est clairement bipolaire, lui aussi. L'histoire dit qu'à cet instant, Clause a ressenti un profond malaise. Peut-être que ce n'était pas la vie qu'il voulait. Il se concentre en disant qu'il découvrira ce qui est juste. Allez, tu me montres un personnage qui, dans un chapitre, essaie d'acheter une fille avec 3 pièces d'or, et dans le suivant, tu veux que je l'apprécie? Auteur, qu'est-ce que tu essaies de faire là? Scène suivante, Tiffania est super heureuse, ouvre la fenêtre et voit les petits oiseaux dehors en train de s'agiter. Son frère lui demande ce qu'elle regarde et elle dit que les oiseaux jouent, mais il lui dit que ce n'est pas du jeu. C'est comme ça qu'ils veillent les uns sur les autres et ça les rapproche. Tiffania comprend que c'est comme ça qu'on se rapproche, ce qui veut dire qu'évidemment, elle va essayer d'utiliser ça sur le protagoniste d'une manière ou d'une autre. Et à cet instant, il apparaît en disant qu'il va à la boutique. Elle demande pourquoi faire et il dit qu'il lui faut de nouveaux vêtements parce qu'il a l'air complètement usé, comme un mendiant. Charlin propose « Tu veux porter mes vêtements? Regardez-moi l'assurance du père. » Mais il refuse. Hors de question qu'il porte ces chaussures qui ont l'air sorties d'un cirque. Chapitre suivant, on est dans une forêt avec le protagoniste qui marche seul, disant à Erdikini à personne autour, donc ils peuvent parler. Sa poitrine commence à briller. Qu'est-ce que c'est, Erd? Elle flotte hors de lui. Waouh, tout flottait vraiment là-haut. Elle se retourne et dit qu'elle peut enfin sortir un moment. Le protagoniste demande pourquoi cette femme sort de son corps. Elle lui dit de se calmer. Ce n'est que sa conscience. La seule raison pour laquelle elle peut se manifester, c'est qu'il sait à quoi elle ressemble. Et ça lui permet d'apparaître maintenant qu'elle a pris forme, mais c'est quoi ce délire? Elle flotte là, en se balançant, disant qu'elle n'est qu'une conscience, donc il ne devrait pas s'attendre à ce qu'elle soit utile au combat. Il est stupéfait par la puissance de cette conscience. Sérieusement? L'imagination, c'est puissant, même si ça ne sert qu'à se faire engueuler. Le protagoniste est furieux. Elle l'a poignardé à l'œil tellement de fois que, bon sang, elle devrait au moins pouvoir se battre contre des bêtes magiques. Mais ensuite, elle lui dit de se tenir droit parce que le cours va commencer. À cet instant précis, sa poitrine se remet à briller. Et autre chose en sort, ouvrant un œil dans l'arbre.
Le protagoniste est choqué d'avoir fait ça et elle lui dit d'arrêter, de s'émerveiller de tout et d'entrer tout de suite. Il a beaucoup à faire. Il demande ce qui va se passer et elle explique que les bêtes qu'il a affrontées étaient bien trop faibles. C'est pour ça qu'elle lui a préparé des partenaires d'entraînement. Le protagoniste s'enthousiasme. Ce sourire va clairement disparaître. Elle lui dit de faire attention. Ça a peut-être l'air facile, mais s'il meurt trop de fois, il échouera à l'épreuve. Il se plaint qu'il doit rentrer vite pour que ses parents sachent qu'il est en sécurité. Mais elle lui dit d'entrer tout de suite. Ils n'ont pas le temps pour cette dispute. En gros, elle le balance dedans. Et l'arbre se referme. Il reste juste là, avec une bulle de dialogue vide. Puis, pouf, elle disparaît. Des années. Ensuite, le protagoniste se retrouve dans un endroit complètement différent, avec une fenêtre de statue flottante, disant que son nom est Xavier Bénédicte, avec magie et escrime. Soudain, quelque chose se matérialise dans sa main, la même dague qu'il utilise toujours. Devant lui, une armée de golems de pierre commence à s'approcher. La première épreuve consiste à affronter 5 golems et à finir en moins de 10 minutes. R l'avertit que, comme Ceste le premier duel, il aura quelques conseils, mais que la prochaine fois, il sera seul. Il ferait mieux de se rappeler que s'il perd trop de fois d'affilée, il commencera à s'épuiser et ça deviendra impossible. Sur ce, elle lui souhaite bonne chance. C'était ça le conseil? D'accord. Les golems se ruent sur lui. Et il sait que ces créatures sont bien plus faibles que n'importe quelle bête magique. Est-ce que ça peut vraiment servir d'entraînement? Après avoir affronté tant de créatures dans sa vie passée, il peut juger la force de quelque chose rien qu'à la pression que ça dégage. Et avec autant de monstres, il décide que la magie est la bonne option. Il n'a même pas envie de gaspiller son énergie physique pour un truc pareil. Une déflagration façon bazooka jaillit de ses mains droites sur le premier golem. L'attaque le frappe de plein fouet et la créature vole en éclats. Bon sang, il les a vraiment pulvérisés. Il termine ça en 5 secondes, littéralement. Il leur dit de lancer l'étape suivante, mais R apparaît, voulant savoir ce qui s'est passé. Il dit qu'il a réussi parfaitement. Elle se frappe la poitrine et dit qu'elle comprend maintenant qu'il doit cacher sa vraie puissance. Il y a un problème. Ça devrait être impossible de faire ça en 5 secondes. Mais il dit qu'il n'a rien caché. C'est elle qui agit bizarrement parce qu'elle disait être une déesse capable de sentir sa force. On dirait que cette copie de sa conscience n'a pas les mêmes capacités que la vraie. Elle devient un peu gênée et dit que ce n'est pas ça, qu'elle est encore en train d'apprendre et de développer plus de pouvoir. Mais c'est évident que cette copie est un peu au rabais, puis elle dit très bien, elle a compris, c'est un gamin qu'elle ne peut pas sous-estimer. Et maintenant qu'elle comprend sa force, l'épreuve suivante peut apparaître. Immédiatement, ce qui ressemble à une meute de loups de pierre surgit, et il y a aussi plus de golems de pierre. Elle l'avertit que la limite de temps est plus courte maintenant, seulement 5 minutes, et le protagoniste reconnaît que ces créatures sont 2 fois plus fortes que les précédentes, mais toujours ridiculement faciles. Cette fois, il décide d'y aller au pur corps à corps, et il se jette sur le premier, ceste du vrai combat rapproché, des coups nets avec la dague, puis 2 autres attaques arrivent d'en haut, mais il saute et se retrouve derrière un autre, en réalisant que ces trucs sont bien trop résistants et qu'il est difficile de trouver un point faible. Alors qu'il est en l'air et ne peut pas esquiver, 4 ou 5 attaques fondent sur lui, mais il se glisse au-delà du premier coup et s'en sert comme appui pour se propulser, esquivant déjà le deuxième et le troisième, pendant qu'Heard observe simplement de loin. Elle est perdue. Il lui avait fallu 20 secondes pour la première étape elle-même. Alors quoi, il serait 5 ou peut-être 4 fois plus fort qu'un dieu? Ça n'a aucun sens. Elle veut comprendre quel genre de magie il utilise, mais ce ne serait possible qu'avec son vrai corps. Les monstres continuent de se faire trancher en deux, avec des explosions, de la fumée et des débris partout, et elle est encore impressionnée. Une fois de plus, il ne lui faut qu'une minute, et c'est fini. Puis le protagoniste dit « Bon, c'était un peu mieux, mais vous n'avez rien de plus fort que ça ?» À ce rythme, il gaspille juste de l'énergie pour rien. Ils étaient tellement faibles que ça ne l'aidait même pas. Mais elle dit qu'il fête sa victoire beaucoup trop tôt. Ces créatures ne laissaient de répit à personne, et à cet instant, une hache arrive en tournoyant derrière lui. Le truc s'écrase directement dans le sol, mais le protagoniste se décale de justesse sur le côté. Lui, il glisse plus loin,
essayant de comprendre ce qui arrive ensuite. Quand il regarde devant lui, il se fige, choqué, pendant que Erd est là-bas en train de fêter ça. En gros, Cest, une autre bête de pierre, seulement plus grande et plus coriace. Et elle est vraiment énorme. En fonçant pour le trancher par derrière, elle manque de le couper en deux. Erd sourit. Elle est toujours impressionnée, mais elle commence à s'habituer à ce dont il est capable. Il esquive sur le côté et réalise que les vrais golems de pierre étaient ceux-là et qu'ils sont bien plus puissants. Le problème, c'est qu'il en affronte deux. Erd demande ce qui se passe. Esquil se retient. Il lui dit de se taire et affirme qu'il va en finir maintenant. Le vrai combat est sur le point de commencer. Il fonce, le golem frappe vers lui, mais il esquive en sautant directement sur ses bras, vers le haut, façon Capitaine Lévy. Il fait une vrille dans les airs, arrive derrière sa nuque et enfonce sa lame droite dans l'arrière de sa tête. Le premier coup ne marche pas, mais il dit qu'il va régler ça maintenant. Mais alors, la créature revient sur lui, comme si un autre bras poussait dans son dos, ou un truc du genre. Un poing gigantesque fonce sur lui, il réussit à bloquer, mais ceste littéralement une dague contre un poing géant. Ça s'écrase dans le sol, il n'arrive pas à croire qu'un bras vient d'apparaître de nulle part. Ça rend la défense bien plus difficile. Erd l'encourage en lui disant de montrer son véritable potentiel. Et il comprend que même si sa vie est en danger, elle ne l'aidera absolument pas. La créature pousse un autre rugissement, saisit sa hache et fonce sur lui. Cette fois, il décide d'utiliser la magie et le frappe avec une explosion de feu. Mais ensuite, il panique en disant qu'il a utilisé trop de puissance. Cest, confus par c'est quoi moment où il dit ça, une attaque arrive déjà droit sur son visage. Il manque de se prendre une hache dans la tête. Malgré ça, il s'excite en disant qu'ils vont découvrir combien de coups ce golem peut encaisser. Une autre explosion le frappe de plein fouet. Les deux golems se rapprochent. L'un d'eux a un morceau en moins et l'autre lui envoie un coup de poing droit dessus. Le truc se régénère vite et ses attaques sont pratiquement annulées. Il frappe encore d'un coup de dague, mais ne fait rien. Il commence à l'encercler. Il se tourne vers celui de devant et dit qu'il se fiche du nombre de fois où ils feront repousser ce bras. Il le coupera encore et le fait encore. Pendant ce temps, Erd ne fait que regarder en disant que le gamin n'est pas mauvais. Un peu plus tard, il leur fait de nouveau face à tous les deux et leurs bras ont encore été arrachés. Mais finalement, après les avoir tués encore et encore, ils cessent de se régénérer parce qu'ils sont à court d'énergie. Il prend une grande inspiration en réalisant que son corps est épuisé, ce qui en théorie est excellent pour lui, puisque c'est comme ça qu'il devient plus fort. Il est sûr que rencontrer Erd relevait de la pure chance. Je suis d'accord avec toi, gamin, c'était une chance pour nous tous. Puis il dit qu'il lui faut juste une dernière ouverture, et il se jette sur eux deux en les tranchant net en plein milieu. De la pierre explose partout, et Erd dit qu'il a été incroyable. Maintenant, il est à fond et demande qui est le suivant. Elle regarde son visage et dit que ce gamin est monstrueux, comme s'il était né pour se battre. Elle comptait s'arrêter là, mais puisqu'il en veut plus, il décide de continuer. Puis la scène se déplace vers la ville un peu plus tard. Le protagoniste Cest même acheter de nouveaux vêtements, plus un petit jouet pour Helena qu'il pense qu'elle aimera. Mais pendant qu'il marche, il voit des types dans une ruelle en train de harceler quelqu'un en exigeant qu'elle leur remette quelque chose. Et il la reconnaît, la fille de tout à l'heure, Tiffania. Il ne comprend pas ce qui se passe et il voit qu'elle tient deux oisillons. Les types ont ces expressions classiques de psychopathes disant que si elle ne les leur donne pas, elle partira avec les oiseaux. À ce moment-là, quelqu'un crie derrière eux. Quand ils se retournent, le premier se prend une chaussure droite dans la bouche. Les yeux de l'autre s'écarquillent, mais avant qu'il puisse faire quoi que ce soit, un poing s'écrase dans son ventre et le plie en deux. Ils tombent tous les deux. Le protagoniste aide la fille à se relever et demande ce qui s'est passé. Elle dit qu'elle était sortie acheter de la nourriture, mais que ses oisillons étaient tombés de leur nid, alors elle les a sauvés, et ensuite ces types sont arrivés. Le protagoniste est perplexé parce que tout le monde autour d'eux le fixe maintenant. Il dit que cette ville a quelque chose de louche, et qu'il vaudrait mieux partir, mais alors quelqu'un leur crie dessus en demandant où ils pensent aller comme ça. Un blond bizarre apparaît, disant qu'ils sont fous de frapper des gens, puis de s'en aller comme si de rien n'était. Il demande Sils pense vraiment pouvoir partir sans sa permission. Il s'appelle Damien.
Voyant qu'on est en train de l'encercler, le protagoniste demande à tout le monde d'attendre une seconde. Ces types ont attaqué les premiers, ils ne faisaient que se défendre. Mais bien dit qu'au château de Carpen, dans la cité de la paix, toute forme de violence est interdite. Et que c'est pour ça qu'il va être arrêté. Oui, mais alors il faudrait employer la violence pour l'arrêter, non? Tiffania demande ce qu'ils vont faire et lui dit de ne pas s'inquiéter. Il va gérer. Maintenant, il est sûr que quelque chose cloche dans cette ville. S'ils commencent une bagarre ici, ils se prendront forcément des accusations encore pires. Le plus simple, c'est de régler ça pacifiquement. Alors, il dit qu'il prend toute la responsabilité et que la fille est innocente. Le blond prend une expression complètement dérangée et dit que si c'est le cas, alors très bien, le château de Carpen ne fait pas de mal aux innocents. La jeune fille est libre de partir. Tiffania s'enfuit aussitôt en se disant qu'elle doit prévenir son frère. Pendant ce temps, le protagoniste espère que Charlin est assez malin pour cacher les pouvoirs de sa sœur. Puis le protagoniste demande quelle va être sa punition. Qu'est-ce qu'ils vont lui faire? Le type dit notre juge, juste et totalement impartial, en décidera. Tu es fini. Un marteau s'abat et le juge déclare que Xavier Bénédicte est condamné à mort. Le protagoniste est choqué, mais comprend immédiatement que quelque chose ne va pas. Le bon côté, c'est que Charlin et sa sœur se sont probablement échappés, ce qui veut dire que s'il veut partir tout de suite, il pourrait juste semer le chaos et sortir. Et il décide de se jouer d'eux et dit votre honneur, ce verdict n'a aucun sens. Quelqu'un lui dit de la fermer, mais il demande s'ils abusent vraiment de leur pouvoir pour punir des civils pendant que les démons courent librement. Le juge dit que peu importe ce qu'il pense, il ne s'échappera pas. Alors le protagoniste utilise la magie du feu et dit qu'il va devoir leur montrer comment quelqu'un s'échappe. Le type panique et demande si ce gamin est vraiment un mage. Non, bien sûr que non. Il vient juste d'allumer 5 allumettes dans sa main. Damien a déjà l'air nerveux. Il se tourne et dit que c'est grave. Ils doivent prévenir le Seigneur. D'autres personnes arrivent, pointant leur lance sur le protagoniste, tandis que le juge hurle qu'être un mage ne lui donne pas le droit de manquer de respect au tribunal, et qu'il devrait abandonner parce qu'il est impossible de s'échapper du château. Mais ça ne fait que rendre le protagoniste plus intéressé, parce que juste après, une explosion balaie tout l'endroit. Dehors, tout le monde demande ce qui se passe. Pendant ce temps, Charlin fouette le cheval pour le faire avancer, pendant que sa sœur demande si le garçon va bien. Il lui dit de lui faire confiance. Xavier a dit que s'ils restaient ensemble, il ne ferait que le ralentir. Pour Xavier, il devait s'éloigner le plus possible de la ville. Les gens qui regardent l'explosion près du tribunal se demandent ce qui a explosé, tandis que le protagoniste se glisse derrière eux en arrière-plan. Le feu et tout ce chaos suffiraient à lui faire gagner un peu de temps. Mais le plus important, c'est que Charlin et Tiffania s'en sortent sains et saufs. Ils courent dans les rues et la scène change vers un château avec des gardes devant. Damien arrive, disant qu'il doit parler d'urgence au maître, mais il trébuche comme un idiot fini, s'écrase la face contre le sol et laisse tomber le petit chaton. Puis la scène se déplace vers la forêt. Charlin s'arrête au beau milieu de nulle part et dit qu'ils vont camper là. Tiffania demande s'il croit vraiment que Xavier sortira sans problème. Il répond que le garçon l'a déjà sauvé 2 fois, alors ils doivent lui faire un peu confiance. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est espérer qu'il va bien. Elle est contente, mais honnêtement, cette amitié est quand même assez étrange. Il voulait prendre un autre chemin, mais ce sera difficile d'éviter complètement le combat. Pendant qu'il se demande ce qu'il va faire, soudain, une main arrive par derrière et l'attrape par le ventre. Il se fait transporter de toit en toit, puis balancer dans une cheminée avant d'être rejeté dehors. Franchement, il s'est fait trimballer comme un déchet sans même réagir. C'est un point d'inflexion crucial pour l'histoire. Jusqu'ici, Xavier semblait totalement invincible face aux bandits et aux monstres. Le voir se faire jeter comme une poupée de chiffon par Soren, le saint de l'épée, remet les compteurs à zéro. Cela montre que l'échelle des puissances de ce monde a encore des sommets intouchables et force le protagoniste à réaliser que son talent actuel ne suffira pas contre les véritables légendes de sa vie passée. Il se relève, encore sous le choc, parce qu'il n'a absolument pas senti la présence de cette personne. Ensuite, l'homme se présente. C'est le capitaine des chevaliers de Carpen, Soren Théolumbon,
Encore un nom ridiculement pompeux. On va juste l'appeler Soren. Le protagoniste a l'air de le reconnaître. Soren est un légendaire saint de l'épée. L'homme a l'air confus, sans doute parce que ça vient du futur, et il rit en disant que le gosse en fait vraiment trop avec ce titre. Puis le protagoniste repart dans son discours habituel dès que quelqu'un apparaît. Dans ma vie passée, pendant la guerre contre le roi démon, cet homme Ceste battu courageusement sur la ligne de front. Après 10 ans de bataille, il a disparu. Dire qu'il n'était qu'un capitaine ici. Soren le fixe et lui demande ce qu'il croit être en train de faire. Puis le protagoniste se met soudain à crier qu'il n'aurait jamais cru qu'un homme comme Soren ferait partie d'un endroit aussi tyrannique. Soren dit qu'il tire des conclusions trop vite. Et le protagoniste explique qu'il a sauvé une fille dans la rue et qu'on l'a condamné à mort. Quelle logique ça! Si c'est comme ça que ça marche ici, alors d'innombrables gens ont déjà dû mourir. Soren se lève et dit que le gosse a tué un tas de gens avec sa magie de feu, donc il n'a aucune leçon à donner. Désolé, mais c'est complètement faux. Il allait se faire exécuter, c'était de la légitime défense. Le protagoniste dit que ce n'était qu'une diversion. Et puis, ce tribunal méritait bien de partir en cendres. Soudain, Soren tire son épée, la place juste devant son visage et lui demande qui il est. C'est bien trop étrange qu'un enfant aussi jeune maîtrise la magie. Mais le protagoniste n'a pas l'air très effrayé. Il demande seulement si Soren compte vraiment le tuer pour découvrir la vérité. Soren ignore ça et demande si le garçon sait se servir d'une épée. Là, c'est le protagoniste qui est sous le choc. Comment a-t-il compris ça? Il n'a jamais utilisé d'épée une seule fois. Soren dit que l'expression de son visage lui suffit comme réponse. Donc le gamin est un génie capable d'utiliser à la fois la magie et l'épée. C'est extrêmement rare. Dommage qu'il n'ait jamais appris à ne pas montrer ses émotions devant ses ennemis. Le protagoniste ne comprend toujours pas. Cet homme comptait se battre contre lui. Impossible de nier qu'il s'entraîne désespérément depuis 10 ans. Mais devant lui se tient l'homme qu'on appelle le saint de l'épée. Et à cet instant, il est difficile ne serait-ce que d'évaluer sa force. Soren dit au gosse de se détendre. On dirait qu'il va exploser. Il n'a pas à s'inquiéter. Soren ne va pas le capturer. Le protagoniste ne comprend pas pourquoi Soren rit en disant que le gamin est bien trop curieux. Il ne comprend toujours rien du tout, puis Soren tend la main et dit qu'il aime les gens talentueux. Que dirait le protagoniste de devenir son disciple? Le protagoniste est perdu. Pourquoi quelqu'un d'aussi fort lui proposerait-il ça? Soren explique qu'il est très fort, donc son élève doit lui aussi avoir un talent exceptionnel. Le protagoniste lui donne son nom et Soren dit avoir déjà entendu le nom Bénédicte quelque part. Quoi qu'il en soit, il veut une réponse. Le protagoniste dit que, bien sûr, l'idée de devenir son disciple l'intéresse. Le problème, c'est qu'il est loin de chez lui depuis longtemps et qu'il doit rentrer auprès de sa famille pour qu'elle cesse de s'inquiéter. Soren lui demande s'il s'est enfui de chez lui, mais le protagoniste répond que l'histoire est bien plus compliquée que ça. Ce qui compte, c'est qu'en ce moment, il est un criminel recherché dans la cité de Carpen, ce qui veut dire qu'il pourrait causer des ennuis à Soren, s'il reste près de lui. Soren répond qu'il s'en moque. Le château de Carpen d'aujourd'hui n'est plus celui qu'il a connu. Le protagoniste remarque que même Soren n'accepte pas les règles de cet endroit. Soren demande où se trouve sa maison et le protagoniste répond qu'elle est au château des Os. Soren dit que ça ira, il l'y emmènera en une journée. Xavier est confus. Il va vraiment quitter sa ville? Soren explique que ces temps-ci, il n'est plus qu'une figure de façade. En réalité, il ne fait rien du tout. Personne ne remarquera s'il disparaît quelques jours. Le protagoniste est abasourdi. Comment le légendaire Soren a-t-il perdu toute influence auprès de ses chevaliers? Qu'est-ce qui se passait exactement à Carpen? C'est justement ce que ce type est en train de dire. Bon, allons-y alors. Viens, gamin. Le protagoniste, qui ne comprend rien, répond à « Allez où ?» Il dit « Détends-toi, j'ai déjà fait préparer des chevaux pour qu'on puisse partir d'ici. » Le protagoniste est toujours un peu perdu. C'est beaucoup trop facile. Est-ce que ce type voulait vraiment faire de lui son disciple? Quoi qu'il en soit, pour l'instant, il veut garder Charlin et Tiffania secrets, au cas où tout ça ferait partie d'un plan tordu. Alors il se dirige vers une maison, il ouvre le portail et appelle une certaine Lucia sur la balançoire. C'est bizarre à dire, mais je n'ai jamais vu une histoire avec autant de petites filles.
S'il vous plaît, le FBI, je ne fais que rapporter les faits. Ça ne m'intéresse absolument pas. Elle arrive toute contente, serre son cher Soren dans ses bras, lui demande comment il va, et lui demande si son papa lui a manqué. Mince, je croyais que ça allait être une petite sœur. Ce type a déjà mis quelqu'un enceinte. La fillette demande qui est cet idiot, et il répond que c'est le disciple de son père. Elle part en courant appeler sa maman en disant que son père a trouvé un disciple. Le protagoniste est ému, cette petite fille lui a rappelé sa sœur, et à l'intérieur se trouvait Elisha Lombanin, enceinte. Le cher Soren entre dans la maison avec assurance, s'approche directement d'elle, et elle ricane doucement, puis il présente le protagoniste, qui la salue poliment. Elle lui demande s'il a faim. Ce glouton, comme toujours, évidemment que oui, tout est simple. Elle s'excuse, mais il dit que ce n'est pas grave, que c'est déjà largement suffisant pour lui. Puis Soren dit que demain matin, ils partent en voyage. Elle est un peu confuse, et il explique qu'il doit ramener ce gamin fugueur chez ses parents avant de le récupérer comme disciple. Le protagoniste lui dit d'arrêter de le traiter comme un enfant pendant que Soren rit, jusqu'à ce que sa femme dise qu'elle va faire préparer des chevaux et leur ordonne de se reposer. Lucia demande s'il va partir longtemps et il lui répond que ce sera rapide. Elle n'aura même pas le temps de s'ennuyer de lui. Le protagoniste se dit qu'il en a peut-être trop fait en imaginant que ce type avait un plan malveillant. Peut-être pas lui, mais d'autres oui. Et, à cet instant précis, quelqu'un enfonce la porte d'entrée d'un coup de pied. Soren se lève. Dehors, quelqu'un crie. Il dit au protagoniste de prendre Lucia et de se cacher à l'étage. Soren se précipite vers la porte pendant que le protagoniste a l'air de ne pas pouvoir faire grand-chose parce que Soren est probablement plus fort que lui. Il monte en courant avec Lucia, qui ne comprend rien à ce qui se passe. Dehors, Soren demande à Alicia ce qu'il se passe. Elle répond que ces cinglés envahissent leur propriété et, évidemment, qui d'autre ça pouvait être. Damien dit que le cher capitaine Soren reçoit un visiteur bien particulier. Soren leur demande ce qu'ils font là. Ils l'ont suivi. Damien répond que c'est assez cruel de parler ainsi à son supérieur. Soren ferait mieux de surveiller sa façon de répondre. Soren dit que c'est sa maison et qu'il y fait entrer qui il veut. Bien sûr, Damien n'accepte pas ça et demande s'il va vraiment cacher un criminel. Même Soren le remet en question. Damien, tu trouves vraiment que les lois de ce château ont le moindre sens ? Cet étrange individu serre son petit chat dans ses bras et dit que ça n'a aucune importance. Depuis l'établissement de ces lois, le château est en paix. Rien n'est plus important que la paix. Pendant qu'il parle, le protagoniste est à l'étage en train de dire à Lucia de rester silencieuse. Il jette un coup d'œil par la fenêtre et entend Damien dire de livrer le garçon tout de suite, sinon ils devront faire une perquisition forcée. Le protagoniste dit que dans sa vie passée, Soren aussi a mystérieusement disparu. Peut-être que Damien y est pour quelque chose, c'est triste, mais dès qu'une société se corrompt, ce sont les plus cruels qui en profitent. Les bonnes personnes comme Soren finissent utilisées pour le mal ou mises de côté. Le protagoniste sait que s'il reste caché, il attirera des ennuis sur toute la famille de Soren. Alors il dit à Lucia qu'il doit partir et qu'elle doit devenir forte pour protéger sa maman et son papa. Elle acquiesce et lui fait un pouce levé en disant qu'il compte sur elle. Puis il lui dit de se cacher dans le placard et de ne pas en sortir avant leur retour. Juste à ce moment-là, la porte s'ouvre. Des soldats entrent et je croyais qu'elle serait cachée, mais elle est juste assise là, tranquillement en train de dessiner, en demandant ce que Damien fait ici. Soren arrive en sursaut et lui dit de se relever du sol. Il lui a déjà dit qu'elle allait attraper froid par terre pendant que il se dit heureusement que Xavier a réussi à s'enfuir. Lucia demande ce que l'oncle Damien fait ici. Le blond s'agenouille et demande où est ce petit ami qu'Elceste fait récemment. Il n'était pas avec elle. Elle prend un air innocent. Un ami ? De quoi vous parlez ? Damien dit qu'il les a très clairement vus monter tous les deux à l'étage. Elle répond que c'était peut-être un fantôme, puis prend un air effrayé en disant qu'elle a peur des fantômes, et Damien semble laisser tomber. Je croyais qu'il allait devenir fou, et bam, commencer à trancher des gorges. Sérieusement, Soren veut que sa famille meure ou quoi ? Il s'en prend à Damien et dit « Tu as
saccager toute ma maison, et tu crois que ma femme va nettoyer ça? Et sa femme s'en mêle aussi en disant qu'il ne devrait même pas penser à partir. Et apparemment, Damien va obéir. Il y a 2 secondes, ce n'était pas eux qui étaient menacés? On dirait qu'il l'accepte. Et Lucia fait un pouce levé à Soren, et il le lui rend en pensant qu'un jour, il veut encore revoir Xavier. Le protagoniste est en fuite. Il sait que Soren comprendra que, dans cette situation, le mieux pour lui est de disparaître. Il doit vraiment retrouver Charlin et Tiffania, vite, quitter cet endroit et rentrer chez lui. Parce que, pour l'instant, eux lui font encore confiance, à 100%. Vous pensez qu'il va s'en sortir vivant? Oui, ma grande, il va clairement s'en sortir vivant. Et elle sourit heureuse. Moi, je ne voudrais pas d'amis pareils. Ils n'ont presque rien tenté, ils ont juste attendu dans la forêt. Le bon côté, c'est qu'après une longue attente, le gamin finit enfin par apparaître, épuisé, et avec ça, nous revoilà enfin dans la ville d'Anzov. Les chevaux de la calèche perdent, et presse la ville était grande et animée. Tout le monde se retourne en essayant de comprendre qui sont ces têtes bleues. On ne les a jamais vues dans le coin, mais une personne le reconnaît vite. On dirait le fils des Bénédictes. Ce n'est pas le gamin qui a disparu. À un étal au coin de la rue, une femme range quelques affaires et elle lève les yeux en disant qu'aujourd'hui, la ville est bien bruyante et j'ai oublié son nom, donc je ne le saurai pas. Mais cette amie du début aperçoit notre protagoniste là, à côté de l'autre fille, tout sourire, toute heureuse. Elle attrape sa petite robe et accourt, tout excitée, s'arrête devant lui, l'appelle et il reconnaît Cécilie, puis dit qu'il est de retour, tout heureux. La calèche s'arrête et il lui fait un petit câlin. Il lui prend la main et dit qu'il veut lui présenter les têtes bleues, Charlin et sa chère petite sœur Tiffania. Elle les salue tous les deux et le protagoniste dit à tout le monde de le suivre jusqu'à chez lui. Les feuilles volent dans le vent et sa mère est assise sur le banc, toujours en train de penser à son Xavier. Puis, elle tourne la tête et voit le gamin debout là, tellement mal dessiné qu'ils n'ont même pas pris la peine de donner des yeux à cette grosse tête. Même moi, j'ai cru que c'était un fantôme, mais non, c'est bien lui, en chair et en os. Elle se lève en tremblant, demandant si c'est bien son Funko Pop. Au moment où elle le reconnaît, elle se précipite et le serre dans ses bras, en pleurant, pendant que le protagoniste dit qu'il lui avait bien dit qu'il reviendrait. Soudain, la porte s'ouvre, c'est son père, qui voit lui aussi le gamin à grosse tête. Les protagonistes l'appellent, et le père se met juste à pleurer, sorti de nulle part. Tout le monde pleure ici, tout le monde fête ça, puis Tiffania dit que son papa lui manque maintenant, et sa maman aussi. On dirait bien qu'elle n'a plus, non? Le père la prend dans ses bras et dit qu'il sera toujours à ses côtés, puis le protagoniste dit « Maman, arrête de pleurer. Allez, je vais te présenter les têtes bleues. Venez ici. Voici Tiffania, oui, tête bleue, comme tu peux le voir, et voici son frère Charlin. Le père les salue en disant qu'à partir de maintenant, ils sont comme des grands frères. Protagoniste, je crois que l'écart d'âge est un peu trop grand pour ça. Tout ce blabla pendant que Cécilie reste juste en arrière-plan à regarder, en se disant qu'elle est heureuse que Xavier aille bien. J'attends qu'il se passe quelque chose. Tout est beaucoup trop calme. Il est où, le scénario? La nuit tombe, et Charlin dit qu'il s'en va. Il a encore d'autres choses à faire dans sa vie, mais notre gamin s'assombrit d'un coup. Il ne veut plus perdre Charlin maintenant. Alors il dit que tous les deux devraient rester ici, et qu'ensemble, ils devraient tous s'inscrire comme réservistes pour les chevaliers de l'Empire. Chapitre suivant, quelqu'un demande au protagoniste de l'aider à déplacer une armoire, et le gamin est tout content. 3 ans ont passé, et comme le protagoniste avait découvert à l'époque qu'il n'avait plus de famille, il leur a demandé de rester avec eux. Maintenant, ils en sont au dernier préparatif pour la sélection des chevaliers. La scène bascule vers le château de Carpen. 2 petites filles courent partout. C'est notre chère Tiffania et Cécilie qui jouent joyeusement. Elles ont maintenant 11 ans. On dirait que tout le monde vit dans la même maison, je ne sais pas ce qui se passe. Pendant que le père leur dit d'arrêter de courir, sinon elles vont tomber et se casser les dents. Le protagoniste aide sa mère à porter des cartons. Il dit qu'ils ont obtenu des informations de l'ami de son père, qui était vice-capitaine des chevaliers, au sujet d'un système d'entraînement spécial pour les nobles qui commencerait dans 2 mois. Il ouvre la fenêtre, regarde la ville animée, puis
demande ce qu'il y a au programme aujourd'hui. Il appelle Erd, qui est toujours aussi énorme, Dieu merci, pour équilibrer cette montagne de petites filles dans cette histoire. Et elle lui dit qu'il doit se calmer. Il s'entraîne sans arrêt, qu'il mange ou qu'il dorme. Le protagoniste dit qu'il doit devenir aussi fort que possible, aussi vite que possible. Elle dit que la première étape pour devenir fort, c'est d'être reconnaissant pour la vie qu'il a. D'accord, philosophie pure. Et puisqu'il est arrivé en ville pour la première fois, il devrait aller se promener dans tout Carpen, mais le protagoniste répond non. En vérité, il connaît cet endroit parfaitement, mieux que personne. Une ville qui paraît belle, mais que les nobles vident de sa substance. Il dit à Erd de se dépêcher parce que elle dit qu'il a l'air vraiment abattu. Sa meilleure amie d'enfance lui manque, il répond que non. Cecily va bientôt arriver parce qu'elle est forte. Ce n'était pas elle qui avait préparé la potion, tu ne t'en souviens pas? Il n'y avait pas une fille qui avait préparé la potion. Ou bien je perds la tête, que je la perde ou non, j'ai clairement de l'amnésie. Puis la scène bascule vers un château, quelqu'un sert du café et dit « Si tu échoues à la sélection, je ne te laisserai pas vivre. » Et regardez qui voilà. Klaus, ce gamin est encore vivant. Il commence à répondre, genre « oui ». Mais il hésite une seconde. Et son père lui lance « C'est quoi, cette faiblesse? Où est ta confiance? Tu sais combien je dépense pour ton entraînement? Pour tes professeurs ?» Klaus, tout gêné, dit qu'il a confiance. Oui, mais avec cette touffe de cheveux, j'ai du mal à y croire. Puis, il appelle son père, qui demande ce qu'il y a. Klaus demande à rejoindre l'équipe d'entraînement spéciale. Toujours aussi affectueux, son père dit qu'une chose aussi stupide n'a même pas besoin de lui être rapportée. Qu'on dise simplement à Michel de tout préparer. Michel oui, c'est assez bizarre comme nom. Klaus le remercie et quitte la pièce. Puis le père dit que le garçon a vraiment beaucoup changé. Michaela approuve. Il a bien grandi, mais le père dit qu'il s'est trop calmé. Il s'est amélioré, mais il est encore loin d'avoir les qualités d'un vrai noble. Il pense bien le cacher, mais son père sait que le gamin adore traîner avec les pauvres. C'est interdit dans cette famille. Michel essaie d'être positive en disant que comprendre comment les gens de la ville survivent est une bonne chose. Le père est d'accord, mais il pense que le garçon a une autre raison. Klaus dit aux chevaliers d'arrêter de le suivre, mais eux répondent qu'ils ne font qu'obéir aux ordres. Il dit que personne dans la ville de Carpen n'oserait lever la main sur lui. L'autre répond « Très bien alors, nous allons préparer la calèche ». Mais Klaus lui dit d'arrêter. Il y va à pied, et seul, parce que s'il prend la calèche, ils sauront où il va. Mince, ce gosse se comporte de façon assez bizarre. Il sourit en disant que ça fait 3 ans qu'il n'a pas vu cette personne spéciale. Tout heureux, il dit qu'il a hâte de revoir son sauveur. Ouais, non, dégage d'ici. On dirait qu'il a reçu une lettre de quelqu'un disant que ce sauveur était arrivé en ville. C'est Cécilie qui l'a prévenu? Oui, bien sûr, ce n'est pas comme si elle attend. Une seconde. Il n'avait pas essayé d'acheter Cécilie pour 3 pièces d'or. Apparemment, leur amitié a quand même survécu à ça. Étrangement, Klaus arrange ses cheveux en disant qu'il est si heureux de pouvoir faire la meilleure impression possible et remercier ce type pour tout ce qu'il a fait pour lui. Il avance tout excité vers le protagoniste. Mon sauveur. Le protagoniste répond. Qui es-tu? Klaus fait un? C'est moi? Klaus. Les protagonistes les fixent simplement. Attends, hein? Une seconde. Oui, je ne vois pas qui tu es. Klaus dit qu'il a une idée. Soudain, il se décoiffe, se retourne et dit que ce salaud a le culot de ne pas savoir qui il est. Immédiatement, le protagoniste le reconnaît. Attends, c'est ce sale gosse de riche de l'autre fois? Et le gamin répond que oui, c'est bien lui. Sorti de nulle part, le personnage principal dégaine sa grande épée, la lui met sous la gorge et demande ce qu'il fait là. Klaus, tout gêné, dit que le garçon a mal compris et qu'il a changé. Mais le héros dit que c'est dur à croire. Personne ne change en seulement quelques années. Klaus insiste. Il peut même demander à Cécilie. Ils n'ont cessé d'échanger des lettres. Le héros en lit un peu et dit que oui, Cécilie t'écrit vraiment. Si elle te parle, alors je te fais confiance. C'est bon. Klaus se détend et la seconde d'après, il le remercie en disant que c'est le héros qui l'a sauvé à l'époque, qu'à partir de maintenant, pour toujours, il va l'appeler grand frère. Il se précipite et le serre dans ses bras en disant qu'il attendait ce jour-là. S'il veut lui demander quoi que ce soit, il n'a qu'un mot à dire. Le héros lui répond aussitôt que la première chose à faire, c'est de le lâcher et de reculer. Klaus s'écarte
et le héros veut savoir ce qui se passe. Où sont tes serviteurs? Clause répond qu'il a renvoyé tout le monde pour être un peu tranquille. Le héros dit d'accord, mais si quelqu'un te voit traîner ici, l'endroit va vite se remplir. Alors allez, rentre déjà. Clause s'emballe complètement et le héros lui dit d'être reconnaissant d'avoir la chance de visiter la maison de grand frère. Clause court partout comme un surexcité, pendant que le héros se dit impossible, quelqu'un a forcément lancé une sorte de magie sur ce type pour qu'il change à ce point. Puis il rencontre les parents du héros et Clause s'incline aussitôt en se présentant comme la personne qui a failli se faire dévorer par la bête magique. Les deux sont encore totalement perdus, tandis que le héros leur dit juste de l'ignorer. Ce type n'a pas toute sa tête. Clause dit que grand frère n'a vraiment pas l'air d'apprécier la gratitude. Le père trouve ça bizarre. Depuis quand son fils a-t-il un petit frère? Et c'est qui, ce gamin? Puis Tiffania arrive, apporte du thé à Clause, et le héros lui dit d'arrêter avec ses yeux qui brillent tout le temps, et d'en finir aussi avec le grand frère, qu'il utilise son vrai nom. Le héros se dit que c'est la première fois qu'il voit un noble comme lui, et qu'il y a quelque chose de louche. Ensuite, Clause révèle qu'il va lui aussi faire partie de l'entraînement spécial. Évidemment, dans son cas, il est entré grâce aux relations de sa famille, pas à son talent. Mais ce sera la dernière fois qu'il comptera sur ses relations. Il veut devenir assez fort pour mériter le reste de son avenir par ses propres moyens. Le héros pense au fait que tout le monde sait que la plupart des chevaliers sont des nobles parce qu'ils graissent des pattes et tirent des ficelles. Tant que tout est paisible, ça ne semble pas si grave. Mais quand la guerre finira par éclater et que les nobles se retourneront contre le peuple en abandonnant les villes, là ils verront à quel point c'est dangereux. Bien sûr, il reste des chevaliers avec de vrais idéaux, mais la plupart ne sont que des parasites. Clause dit que le héros aura peut-être du mal à le croire, mais qu'il a réfléchi à tout ce qui s'est passé il y a 3 ans. Xavier est impressionné. On dirait vraiment qu'il avait mûri. Là, Clause en vient à dénoncer son propre père, en disant qu'il a le sentiment que son père prépare quelque chose de mauvais, mais comme il ne fait pas confiance au garçon, il ne lui dira pas quoi. Il a essayé d'enquêter, mais malheureusement, il n'a rien trouvé non plus. Xavier se contente de le regarder, sans trop savoir quoi dire. Puis Clause se lève et dit qu'il veut couper tous les liens avec la famille Clause. Ah! Donc je croyais que Clause était son prénom, mais c'est le nom de famille. Bon, tant pis, ça restera comme ça. S'il ne déménage pas dans un autre quartier de la ville, le héros dit qu'il va profiter du fait qu'il n'y a personne aujourd'hui et aller acheter des fournitures pour étudier. En voyant cette foule, avec tous les étals installés, il trouve ça étrange. Dans sa vie passée, cet endroit a été complètement anéanti par une seule attaque démoniaque. Comme l'épreuve approche, il y a des gens qui vendent des livres avec des conseils pour devenir chevalier. D'autres vendent des épées. Les pigeons croient que c'est un objet incroyable, peut-être qu'ils l'avaient déjà compris, mais que personne ne disait rien. Moi non plus, je n'avais rien remarqué. Dites-moi, s'il vous plaît. Peut-être qu'ils l'avaient déjà compris, mais que personne ne disait rien. Moi non plus, je n'avais rien remarqué. Dites-moi, s'il vous plaît. Le héros va à une boutique qui vend de petits sacs à dos et demande le prix. Le type dit 15 et le héros en demande 2. Mais alors, une agitation éclate derrière lui avec des gens qui crient et une femme, hurle-con, lui a volé son sac. Le héros se dit « ce n'est qu'un voleur de sac, pas besoin que j'intervienne, quelqu'un va s'en charger ». Et la femme s'étale la tête, la première comme une idiote, et aucun chevalier ne fait quoi que ce soit. Elle est désespérée, disant que c'est tout ce qu'elle a. Le héros soupire. Ouais, ces chevaliers sont vraiment inutiles. Il l'aide à se relever et lui dit de rester là. Il va les rapporter. Le pauvre type qui vendait l'épée est la première victime, parce que le héros la lui attrape au passage en disant qu'il la rend dans une seconde. Il est juste derrière le voleur, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup trop de monde en ville. Alors il saute sur les étals, court au-dessus de la foule et fonce droit sur le voleur en disant qu'il a une sœur qui l'attend à la maison. Donc il doit régler ça vite. Mais là il le voit, Claude est derrière le voleur, en train de préparer un poing enflammé. Et puis boum, il le tire dans le dos du type. Explosion. Il exulte en disant qu'il l'a touché en plein centre. Mais l'expression du héros change parce qu'à travers la fumée, le type apparaît complètement indemne en disant que c'est drôle de voir un mage de feu ici. Ion répond que le type n'est pas mauvais, a bloqué l'attaque comme ça, mais qu'il ne devrait pas croire qu'il s'en tirera sans punition pour avoir volé en ville.
Le héros est impressionné. Comment un gosse égoïste a-t-il pu se transformer d'un coup en quelqu'un qui se met en danger pour protéger les autres? Peut-être que 3 ans avaient vraiment suffi, mais le voleur sort une montre qui ressemble à un Beyblade, appuie des 2 mains en même temps et lance une boule de feu sur Close. Close l'esquive, mais l'attaque file vers la chose la plus courante dans ce monde, une petite fille sur le point de mourir, encore une fois. Le héros arrive à temps et la sauve. Je croyais qu'il allait dresser une barrière. Il la lance vers sa mère et lui dit de bien la tenir pendant qu'il est sous le choc. Ce voleur est un mage, mais visiblement du genre qui dépend d'un outil. Close dit que ce salaud utilise la magie pour voler les gens. C'est honteux. Et oui, dans cette histoire, ce n'est que des boules de feu. Close en balance une autre. On dirait qu'elle est de rang intermédiaire, et le héros a hâte de voir comment le type va s'en sortir. Encore une explosion. Bon, il s'en sort de la manière habituelle, il saute juste sur le côté. En plein Naruto. Ensuite, Close commence à enchaîner une rafale d'attaques. Sérieusement, on dirait un Uzumaki. Le héros reste impressionné en disant que cette fois, Close va gagner. Close lance une énorme déflagration façon Genkidama. Même le voleur est choqué cette fois. Close est à 2 doigts de détruire la moitié de la ville avec ça. Close dit qu'il est trop tard pour faire cette tête effrayée maintenant. Mais l'expression du voleur change. Il montre encore la montre Beyblade et dit que c'est dommage que Close doive affronter cet outil. Close lui envoie la déflagration et le voleur appuie sur les 2 boutons en disant que cette attaque ne marche pas sur lui. L'énorme déflagration frappe un mur et se replie sur elle-même. L'attaque ne s'arrête pas simplement. Elle change de direction et revient sur Close. Le pauvre petit noble se fige sans savoir comment s'en sortir et cette boule brûlante fonce droit sur son visage. Mais pas de panique. Le héros gère. Il se place devant, l'explosion éclate, puis une main sort des flammes. Ceste le garçon, juste là, a accumulé de l'aura. Close en a les larmes aux yeux, parce que grand frère est apparu. Pendant ce temps, le voleur est perdu. Comment ce gamin a-t-il arrêté une attaque à main nue? Le héros, avec un vrai air de voyou, dit que cette montre est intéressante. Assez intéressante pour ne pas rester entre les mains d'un voleur, alors filez-la. Avant que le type puisse réagir, le héros bondit en demandant si cette montre peut aussi bloquer un coup d'épée. Le voleur appuie encore sur le bouton et dit que le gamin devra souffrir pour comprendre la différence entre eux. La montre de renvoi ne renvoie pas seulement les attaques magiques. Une tornade se forme et engloutit le héros, et il se fiche complètement de ce que raconte le voleur. Il veut juste cet objet. Pendant un instant, on dirait qu'il a esquivé en plein air, mais ensuite une autre attaque vient d'en dessous et une autre par derrière. D'une façon ou d'une autre, il prend appui sur le vent de l'attaque du voleur et réduit la distance comme une balle. Ah oui, j'avais oublié une seconde. Il a en lui le pouvoir de cette femme magnifique. Avec les techniques de Vanderd, il se redirige et l'âme est déjà devant le visage du voleur. Chapitre suivant, la montre heurte le sol. Close jubile, disant que ce n'est pas étonnant que grand frère soit le plus fort. Avec la grande épée plantée devant son visage, le voleur tremble. Il n'ose même plus bouger. Le héros dit « Bon, tu as perdu, rends tout ce que tu as volé ou je te découpe ». Le voleur hésite une seconde, le héros dit qu'il ne le répétera pas. Le type supplie, attend juste 1 minute. Tiens, prends mon objet, c'est tout ce que j'ai, d'accord? Mais le héros le jette juste de côté et dit non, ce que tu vas rendre, c'est cet outil magique. Le voleur se met à pleurer. Non, j'ai tant galéré pour le voler. Comment peux-tu me le voler comme ça? Xavier dit c'est toi qui l'as volé. Non? Alors moi, je le récupère. Le type dit tu n'as pas besoin d'un objet magique. Tu es un épéiste. Pourquoi tu voudrais un truc pareil? Mais Xavier dit qu'il n'est pas là pour discuter, qu'il le donne ou il le prendra de force. Le voleur le remet et s'excuse. Puis le héros dit « Bien, maintenant qu'il l'a rendu, il est temps de payer ses crimes dans une cellule. » Soudain, un garde sort de la foule et dit que le voleur est en état d'arrestation pour vol. Le héros pense que ces gardes inutiles n'apparaissent que quand tout est déjà réglé. De vrais pros pour faire la partie facile. Close fait ça en remerciant le héros de l'avoir sauvé comme un prince. Pendant ce temps, le héros dit que Close a eu de la chance. Le voleur avait cet objet génial, parce que c'est ça qui l'intéressait. Mais d'abord, ils doivent aller rendre ce qui a été volé à la femme. Je croyais que c'était le sac à dos, mais le voleur avait en fait pris son collier. Elle dit que son mari
l'a fabriquée à la main et elle devient très émue en les remerciant tous les deux. Le héros dit que ce n'est rien. Elle doit juste faire plus attention pour que personne ne le vole encore. Klaus continue de le regarder avec ses yeux brillants. Et oui, j'ai compris, il est complètement obsédé. Qu'est-ce qui va arriver à ce gamin? Parce qu'il pourrait mourir, non? Genre, quelqu'un pourrait tuer Klaus et ça ferait vriller le héros. Franchement, ce serait plus cool. Ce n'est que mon avis. Puis, le héros dit qu'il va acheter quelque chose pour sa sœur et que Klaus peut rentrer chez lui. Évidemment, cet idiot veut lui coller au basque. Comme d'habitude, avec ses yeux qui brillent. Et pendant qu'il marche, il y a une petite remarque de quelqu'un qui les observe, disant que c'est dur à croire que le fils de ce type se soit transformé en justicier. Et c'est qui ce gamin à côté de lui? Quoi, il essaye d'obtenir des... L'ellipse de 3 ans apporte une évolution narrative fantastique, particulièrement pour le développement des personnages secondaires. Transformer Jon Klaus, le petit noble arrogant, en un héros en herbe, qui utilise la magie de feu pour protéger les faibles, et idolâtre Xavier, est une excellente décision d'écriture. De plus, le combat final contre le voleur introduit la montre de renvoi, un outil magique qui annule les attaques. Cela ajoute une dimension tactique intelligente au combat, prouvant que la force brute et la puissance magique de Xavier peuvent être contrées par de simples objets bien utilisés.